Bienvenue sur Actioner. Dans ce nouveau numéro, nous allons parler de films de braquage. Mais c'est quoi, en fait, un film de braquage ? Est-ce qu'à partir du moment où il y a un hold-up dans un film, il relève de ce genre ? Ça voudrait dire que Dark Knight est un film de braquage alors ? On va tenter de répondre à cette question. Mais pour cela, je ne suis pas seul. Enfin, pas tout à fait, car nous enregistrons en comité réduit. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi aujourd'hui Constance. Salut Constance. Hello. Et Thibaut. Hello, hello. Donc avant de parler de notre premier film, j'aimerais que l'on commence à répondre à la question que j'ai esquissée en préambule. Qu'est-ce qui fait un bon film de braquage ? Enfin, en tout cas, un film de braquage avant de viser sur sa qualité ou non. Tiens, Constance. Alors effectivement, c'est une vraie question. Je pense que déjà, il y a un braquage, mais ensuite, il faut que ce soit le sujet principal du film. Que ce soit la préparation du braquage, le braquage en lui-même, ou pourquoi pas même l'enquête après le braquage, mais il faut que ça reste le sujet principal. Par exemple, pour moi, Dark Knight, c'est pas un film de braquage, tout simplement parce que le reste du film ne s'attarde pas vraiment là-dessus. Thibaut ? Ouais, j'aurais pas dit mieux. Je pense qu'effectivement, faut que le braquage en lui-même soit un petit peu au centre de l'intrigue, ou voire même que ça soit le moteur de l'intrigue, pour être encore un peu plus exact. Parce que on va le voir avec les films qu'on a sectionnés, et puis peut-être certains qu'on mentionnera comme ça à la volée, mais le braquage, comme dans la vraie vie, ça peut relever de différents coups contre différentes personnes dans des lieux eux aussi très différents. Donc du coup, au final, ce qui rassemble tous les films de braquage, à mon sens, c'est si le braquage sert de moteur à l'intrigue. Donc comme disait Constance, ça peut être effectivement l'amorce du récit, le deuxième acte où il y a le braquage en lui-même, et ensuite ses conséquences dans un troisième acte. Ce qui fait que par exemple pour moi, un film comme Inception, c'est un film de braquage, puisqu'on parlait d'un film de Christopher Nolan. Parce que même s'il s'agit de braquer l'esprit des gens, le braquage reste au centre du film et tout au long du film. À l'inverse, un film qui est souvent cité comme un film de braquage, qui est Ant-Man, n'est pas un film de braquage pour moi, parce que tout simplement parce que le braquage intervient assez tard dans le film et n'est pas l'enjeu principal du récit. C'est plutôt une sorte d'origin story sur comment Scotland, qui en l'occurrence est un cambrioleur et a déjà fait des braquages, donc certes il y a forcément une teinte un petit peu qui relève de ce genre-là. C'est quand même son histoire à lui avant d'être l'histoire d'un braquage qu'il réalise avec ses potes. Donc voilà, c'est comme ça que je distingue un petit peu ce que serait un film de braquage. Donc on va s'attaquer tout de suite à notre premier film, qui est sans doute le plus caricatural du lot, mais on en parle juste après la bande-annonce. Bonjour, mademoiselle Ocean. Comme vous le savez, la liberté conditionnelle est un privilège. J'ai fait une bêtise. Mais c'est du passé. Et si on devait me libérer, je pense que... Je mènerais une vie toute simple. Je rêverais d'avoir un travail stable, des amis et de payer mes factures. Même si c'était possible, il te faudrait 20 personnes au moins. Pas plus de 7. Pourquoi as-tu besoin de le faire ? Parce que c'est mon truc. Alors c'est son truc. Et on peut remarquer déjà que quand on n'a pas un film des années 80-90, la bande-annonce VF est beaucoup moins intéressante. Ah ouais. Et attends, quand j'ai passé celle de Comancheria, ça va être terrible. Ok, j'ai hâte. Du coup, oui, c'est moi qui vais parler de Ocean's 8. Quelle surprise! Donc, c'est un film de 2018, réalisé et écrit par Gary Ross, qui avant s'était illustré sur La légende de Seabiscuit. Oui, le film avec le cheval. Et Hunger Games, qui l'avait un peu remis sur le devant de la scène. Et donc Ocean's 8, pour ceux qui connaissent, c'est en fait une des suites de la trilogie Oceans, donc Oceans 11, 12 et 13, qui était portée par George Clooney et Brad Pitt. Et là, ça fait partie de cette espèce de vague de reboot, remake, suite, on ne sait pas trop, au féminin. Et là, le personnage principal est donc interprété par Sandra Bullock, avec un casting 5 étoiles autour d'elle. On a Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sarah Paulson, Rihanna, Awkwafina, Mindy Kaling, Helena Bonham Carter. Bref, il y a du beau monde à l'affiche. Malgré tout, elles ne sont que 8, alors que déjà sur le premier numéro d'Oceans, ils étaient 11. Ouais, mais ça, c'est parce qu'elles sont plus malines que les mecs. Voilà. Elles savent que moins elles sont nombreuses et plus il y a plus ça sera efficace. La part du gâteau sera grande aussi. C'est et vrai. elles sont pas vraiment 8.
Elle commence à 7. Ouais, C'est vrai. exactement. Et donc, c'est un film de braquage relativement classique. Dans les précédents Oceans, on s'attaquait plutôt à des casinos. Et bien là, on va s'attaquer carrément au Met Gala. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fête très prestigieuse organisée par le magazine Vogue chaque année dans un très beau musée aux États-Unis. Et toutes les stars et tout le showbiz sont invités à ce gala où on peut trouver, vous vous en doutez, plein de bijoux et plein de trucs à voler. Et donc, cette chère Sandra Bullock, qui interprète donc la sœur de Danny Ocean, qui était interprétée par George Clooney. Cette petite sœur sort de prison, où on apprend assez vite qu'elle a été envoyée là-bas à cause de son ex, en fait, qui l'a trahi, parce qu'il faisait déjà des petites magouilles avant tout ça. Et donc, elle a fini en prison, et elle a eu 5 ans pour réfléchir à monter un coup absolument légendaire pour voler un collier composé de diamants de la maison Cartier. Donc c'est assez marrant de voir qu'il y a plein de scènes qui se passent chez Cartier et tout. Je pense qu'ils ont fait un certain partenariat avec eux. Et donc voilà, elle va monter un truc pas possible, une arnaque qui implique une créatrice de mode, une actrice et plein d'autres femmes avec elle qui interprètent du coup un petit peu les archétypes qu'on retrouve souvent dans les films de braquage. Donc il y a la hackeuse, il y a la pickpocket, il y a la nana qui est forte en contrefaçon. Voilà, on a tout un crew autour d'elle. Alors je sais pas un film qui est absolument excellent, mais c'est un film que je trouve vraiment honnêtement divertissant, qui est assez jubilatoire à regarder parce que au final tout s'imbrique assez parfaitement et spoiler, mais elles réussissent leur coup à la fin et même il y a des petits twists qui font que leur victoire est d'autant plus grande sur la fin. Et c'est aussi un des rares films avec des braqueuses, parce que voilà, en faisant pas mal de recherches sur ce podcast, je me doutais bien qu'il n'y en avait pas autant que des films de braqueurs, mais c'est assez triste. C'est surprenant. Quand on regarde les listes, il y en a littéralement 8 ou 9 des films de braquage avec des nanas. Ocean's 8 du genre. Et alors que quand on regarde des listes généralistes comprendre avec des mecs, on tombe sur des trucs du style les 75 meilleurs films de braquage de l'histoire du cinéma. Donc voilà, donc c'est en fait un film qui devient exceptionnel, en tout cas extraordinaire au sens le plus pur du terme, qui sort de l'ordinaire, rien que par son casting. Et il y a moi je trouve qu'il y a quand même une belle alchimie entre toutes ces nanas qui s'éclatent bien, je pense, sur le tournage. Puis en plus, le film joue à fond cette carte un petit peu glamour du casting all-star, avec les belles robes qui brillent, les tenues de soirée, ce décor du Met Gala qui est absolument magnifique, avec pas mal de petits caméos comme Serena Williams, Heidi Klum. Donc voilà, pour la caution célébrité, en tout cas, je pense que ça n'a rien à envier à la première trilogie Oceans. Et puis, on a quelques actrices qui sortent leur épingle du jeu, comme Anna Thaoué, qui est absolument parfaite en parodie d'actrice un petit peu bébête comme ça, qui se révèle un peu plus intelligente qu'il n'y paraît sur la fin, mais qui surjoue très très bien, je pense, le rôle que beaucoup de monde lui attribue dans la vraie vie, alors qu'elle est sûrement loin de ça. Donc voilà, c'est assez chouette, et il y a plusieurs petites remarques qui montrent que le film, il est self-aware par rapport à ce qu'il propose. Donc il va y avoir des remarques sur le fait qu'elles utilisent le sexisme à leur avantage, quand elles soulignent que on ne fait pas attention aux femmes, qu'en fait on s'en fiche d'elles, et que c'est un avantage du coup d'être une femme quand on va faire un braquage de genre. Ou encore un petit discours qu'on peut comprendre de deux façons, où Sandra Bullock explique qu'elle veut faire ce braquage pour la petite fille de 12 ans qui rêve de devenir une voleuse, et que du coup elle doit être un modèle pour ça. Et on comprend bien qu'il y a un double discours en fait avec les représentations qu'on peut avoir au cinéma et leur impact sur les jeunes filles. Donc voilà, c'est un film que moi j'aime bien. Enfin, je l'avais vu au cinéma, j'avais trouvé ça plutôt sympa. Là, je l'ai revu pour préparer le podcast, et
je trouve que voilà, ça reste divertissant. Et surtout, ça, par rapport à d'autres films de braquage, ce que j'ai bien aimé, c'est l'échelle, entre guillemets, du coup qu'elle tente. Parce que c'est pas simplement, entre guillemets, une banque qui sont... Voilà, c'est le truc qu'on voit de manière assez classique, la banque ou le casino. Là, c'est vraiment le Met Gala. Donc c'est un setting qui est assez différent. Ça permet de renouveler un petit peu les décors, de renouveler un petit peu les astuces aussi, qui permettent d'effectuer ce casse du siècle. Et voilà, ça fait que j'aime bien ce film et que si vous ne l'avez pas regardé, je vous encourage à aller quand même jeter un œil à ce qui se passe dedans. Et par rapport aux autres Ocean, tu le mets à quel niveau ? Alors, très honnêtement, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas revu les précédents Oceans. Je sais que le 13 était assez faible. 11, j'avais commencé à le re-regarder il y a 2-3 ans et honnêtement, je m'étais un peu ennuyée. Donc, franchement, à date, moi, c'est mon Oceans préféré. Je sais pas si c'est le meilleur cinématographiquement parlant, mais en tout cas, c'est mon préféré. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est le côté exploit du vol. Je trouve qu'il y a un côté super ludique dans ce film-là qui est enfin voilà, c'est l'exploit. Enfin, de toute façon, tous les Oceans, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de surenchère dans ce que tu dois voler, la manière dont tu dois le faire. Et donc, c'est un film assez sympathique. Moi, je le mettrais pas forcément... je le mettrais sans doute derrière le 11 et le 12. Mais ouais, effectivement, c'est un film assez sympathique. Et je pense que... Ouais, vas-y. Non, mais un truc à souligner, c'est que il y a pas mal de films de braquage où il y a des tensions assez fortes dans l'équipe. C'est vrai que le ton des films est en général assez un peu dur, un peu réaliste, un peu sombre. Alors que là, non, enfin, elle s'éclate. Visiblement, elle s'aime plutôt bien au sein de l'équipe. Voilà, vraiment, elle s'amuse pendant tout le casse et il y a ce sentiment de sororité et d'entraide. Il n'y en a pas une qui essaye de gruger les autres, comme ça peut être le cas dans d'autres films de braquage. Et c'est quelque chose qui, du coup, est assez plaisant en fait, à voir et c'est un élément différenciant d'autres films de ce type. Mais c'est le plus irréaliste dans les faits, quoi. C'est du braquage de cartoon. Ah bah oui, ça par contre, on est d'accord que c'est à la limite de la comédie et que du coup, on est très loin d'un film même comme Inside Man ou des films de braquage plus traditionnels. Ça, c'est sûr et certain. Après, je sais plus si c'est le 13 ou le 12, mais c'était déjà quand même pas mal abusé dans les rebondissements et dans les, comment dire, la résolution de certains, comment ils passent certains portiques de sécurité / l'histoire des téléphones. Je sais plus c'est quel Ocean celui-là. Mais je sais pas pourquoi j'ai ce souvenir là que des fois c'était vraiment en mode l'équivalent d'un tour de passe-passe un peu, justement. Je crois qu'ils font la réflexion dans Ocean's 8 en disant ça marche tant que tu regardes le truc que tu es censé regarder. En l'occurrence dans ce film, c'est voilà, les filles elles sont jolies, elles portent elles sont juste là pour faire les meufs un peu bébêtes, plantes dans le décor, donc on se méfie pas d'elles. Et j'avais déjà cette impression là, notamment sur les 2 derniers Oceans avant celui-là, donc en fait tous sauf le premier, qu'il y avait un peu un côté poudre aux yeux par moment où j'étais là, j'arrive pas forcément à croire que c'est un vrai film de braquage, au sens où le braquage en lui-même pose des enjeux énormes pour les personnages. C'est plus un truc pour rendre le spectateur heureux, tu vois, le divertir, lui faire plaisir, quoi. Il y a toujours eu, je trouve, un petit côté en fait justement comédie dans cette saga, à mon sens. Et en revoyant d'ailleurs du coup le premier, j'avais été assez surpris par le côté un peu neutre, au contraire, de celui-là par rapport aux autres, et surtout après avoir vu Ocean's 8 au cinéma. Après, dans le genre film de braquage qui est totalement nimp, t'as les Insaisissables qui eux sont vraiment un cran bien au-dessus, quoi. Avec l'élément magique en plus, c'est littéral. Enfin, pour le coup, ça va encore plus loin dans le délire de braquer, c'est magique. Là, c'est littéralement magique. Donc du coup, il y a des tours de magie, des trucs de passe-passe qui sont utilisés, on va dire, de manière vraiment premier degré, quoi. Et ouais, effectivement, c'est très très nimp. Mais aussi 2 films complètement flingués. Enfin, je veux pas dire que Ocean's 8 est flingué, je trouve effectivement que c'est marrant ce que toi tu trouves plaisant. Moi, je trouve que c'est ce qui fait que le film, j'y crois jamais vraiment.
le fait qu'il y ait pas vraiment d'enjeu sur le braquage en lui-même, que ce soit cartoony, que il y a une étape 1, il y a une étape 2, elle les passe jamais sans vrai rebondissement, sans qu'il y ait une espèce d'interaction, de rivalité entre les personnages. Il y a un moment où c'est quand même un petit peu esquissé entre le personnage de Sandra Bullock et de Cate Blanchett, mais j'ai jamais trop, et pourtant ça fait 2 fois que je vois le film, j'ai jamais trop compris c'était quoi le rôle de Cate Blanchett en fait dans ce film. Elle est là pour faire la fausse nutritionniste. Voilà, c'est ça. Mais non, mais il y a des rôles qui sont pas hyper bien définis et en fait, c'est assez amusant effectivement, parce que d'un côté, ça s'en fout un peu des codes du braquage. Tu vois, ça prend vraiment la surface en disant tu vas passer un bon moment. Il y a ce groupe en lui-même, il est assez cool pour porter le film et c'est le cas. Enfin, c'est pas un film qui est horrible à regarder, tu vois. C'est juste qu'effectivement, si tu t'attends à ce que le braquage pose quelques problèmes, que il y a un petit rebondissement final ou quoi, ça n'arrive vraiment jamais. Au final, ils ont rajouté, je trouve, un petit twist supplémentaire, mais qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe ou la cerise sur le sundae, quoi, si on veut être sympa. Mais c'est vraiment en mode un supplément pour dire wink wink, on est au courant, on est woke. Là, je force un peu le trait, je fais preuve de cynisme, mais le film, je le vois vachement comme ça, quoi. Ça insiste beaucoup sur le fait que c'est cool, c'est plaisant, et je dirais pas le contraire. Mais d'un autre côté, ils auraient pu aller chercher un peu plus loin, notamment dans l'idée de faire un braquage qui est sur une personne, sur un bijou, au milieu d'une soirée. En fait, je trouve que c'est hyper amusant. Et la façon dont ils ont de résoudre ça, c'est assez basique, en fait. Enfin, isoler quelqu'un dans les toilettes, je trouve que c'est vraiment l'un des plus grands clichés de films de braquage ou de films d'action. Tu sais, c'est genre, on va mettre le perso dans les toilettes. On le voit dans tous les, je sais pas, les Missions Impossibles, les James Bond. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc assez récurrent, quoi. Donc, j'avais été un peu déçu sur cet aspect-là des choses. Ouais, moi j'ai un seul regret dans ce film. C'est qu'effectivement, t'en as parlé, le rôle de Cate Blanchett, c'est pas, enfin moi ça me dérange pas qu'elle ait pas forcément un rôle hyper défini là-dedans, mais c'est qu'il y a une espèce de tension un peu chelou entre elle et Sandra Bullock et que c'est jamais exploité, alors que pour moi il y avait totalement le terrain pour avoir une espèce de tension romantique. Enfin, d'ailleurs, c'est le Storm Pilot de Ocean's 8. Exactement. D'ailleurs t'as Cate Blanchett qui est dans ces petits costumes là absolument parfaite. Et du coup, je suis un peu déçue qu'il se passe rien. Voilà. Mais Cate Blanchett représente la voix de la morale. C'est elle qui est là pour cadrer Sandra Bullock et qui est pour amener d'une certaine manière les questions de... Enfin, le double jeu qu'elle joue elle-même par rapport à ce braquage, parce qu'il y a un événement qui se cache dans le braquage. Donc, Après, c'est juste... J'ai l'impression qu'ils ont pris Cate Blanchett pour dire il nous faut un Brad Pitt et il nous faut un George Clooney. Donc il faut 2 actrices d'un calibre assez similaire. Par contre, ils ont inventé un personnage à Sandra Bullock. Ils n'ont pas du tout inventé un personnage à Cate Blanchett. Ils lui ont juste dit viens faire tes trucs. On a vu que dans Thor Ragnarok, apparemment, dès que tu avais une perruque et des costumes pas possibles, tu t'éclatais. Donc fais la même chose. Et c'est vrai que globalement, je vais pas cracher dans la soupe. Hein. J'aime bien, tu vois. Je trouve que ça passe bien. Mais du coup, c'est presque un peu dommage qu'elle soit juste une sorte de petit ange posé sur l'épaule de Sandra Bullock, tu vois, alors que quand son introduction, je m'en souviens encore puisque tu as regardé le film la semaine dernière, Constance, mais où elle truande les mecs sur la vodka en club, tu sais, puis elle est assise comme ça dans la cave d'une boîte de nuit un peu obscure, genre vraiment je la voyais en mode marraine du crime, tu vois, direct, et au final elle est assez gentille. Enfin, globalement tous ces personnages sont assez gentils, ils n'ont pas un passé un peu douteux ou quoi que ce soit, et ce qui fait que du coup il n'y a jamais quelque chose qui vient hanter ou déstabiliser l'esprit d'équipe, quoi. Mais bon, après on va pas en parler des heures, je veux dire, le film fait volontairement l'inverse que d'un groupe de mecs en montrant il y a une sororité et elle est limite inébranlable, quoi. Mais dans les Oceans aussi, il y a une fraternité, elle est quand même très forte. Il y a assez peu de tension entre les gars, entre eux, quoi. Il y a pas de... Ouais, mais il y a une forme de doute et de rivalité, de concours de beats, pour le dire vraiment grossièrement, mais pour faire comprendre la chose qui n'existe pas là-dedans, quoi. Elle propose le casse, elle lui dit ok je viens, et il y en a une qui a éventuellement un doute, et à un moment c'est Cate Blanchett, les autres elles se posent pas de questions, tu vois. Ouais, mais les autres elles existent assez peu, quoi. Rihanna c'est vrai. Elle est sur un ordinateur, Aquafina elle fait pas grand chose, la femme indienne au bout d'un moment j'avais fini par oublier qu'elle était là. Je crois qu'il l'oublie un peu un moment dans le film. Ouais, pendant la soirée ils la mettent dans une pièce et puis
Elle est censée s'occuper du collier, mais c'est assez... Ah si, quand même, il y a un petit suspense sur si elle va être découverte ou pas. Ah là là. Mais après, quand tu dis qu'effectivement, sur les passés des persos, ils ont pas un truc trop dark et tout, mais ce qui est marrant, justement, c'est que limite, tu peux... comment Tu trouves le tien. tu te retrouves dans ce qu'ils vivent, parce que t'as cette femme au foyer qui se fait chier, en fait, et du coup qui accepte le casse pour ça. Ça, je trouve, c'est un des meilleurs gags du film, pour le coup, avec le gamin qui gueule genre maman, quand on fait à bouffer, elle est en mode je vais le buter, tu vois. Franchement, je le trouve assez drôle. Et c'est l'une des rares fois où dans le film, je trouvais que justement ce côté un peu woke, pour le dire facilement et vulgairement, fonctionnait bien, quoi. Et tu dis, ouais, effectivement, aujourd'hui, la mère complètement harassée à domicile, tu vois, parce que c'est ces gamins qui lui crient dessus et tout. Si c'est une ancienne braqueuse, elle replonge, tu vois. Limite, c'est un peu, j'empiète sur mon film, mais un personnage qui est en liberté conditionnelle et qui est obligé de bosser pour un patron qui est un total connard, tu vois. Genre, c'est un peu l'équivalent. Bon, est-ce que ton fils est un total connard et un patron ? Non, mais c'est un tyran, en quelque sorte. Donc, je trouvais que ça fonctionnait bien. Mais après, c'est vrai que j'ai pas un souvenir énorme dans les Ocean, mais des précédents Ocean, pardon, mais il me semble que dans ces films-là non plus, t'as pas un background de ouf sur chaque perso. Ça repose vachement sur ce que j'appelle des personas. Ça, c'est mon vocabulaire de marketeur, mais des archétypes où c'est le tech guy, le mec qui a les connexions. Mais c'est vrai qu'ils sont souvent un peu plus en haut en couleur, et vu qu'ils ont eu 3 films, on a l'impression de mieux les connaître. Après, je pense que si on met 3 films à Rihanna, à la fin, on aura peut-être une meilleure impression que de qui est ce personnage. Enfin, j'ose espérer. Mais je pense que l'intrigue est juste meilleure sur les précédents Ocean. Je pense que là, c'est pas lié aux acteurs, je pense que c'est lié vraiment au scénario et à ce qu'on leur a donné à jouer. Enfin, les rebondissements, l'intrigue en tant que telle, enfin, les lunettes qui scannent un truc pour une imprimante laser qui imprime les diamants. Enfin, t'es là, déjà là, t'es largué, quoi. Parce que tu peux pas... T'as du mal à y croire, donc comment tu veux après croire au personnage si t'as déjà du mal à croire à l'intrigue en tant que telle, quoi. On peut le voir comme ça. Après, c'est vrai que moi je trouve qu'il y a plus de tension sur le début du film où il te montre comment elle s'en sort au quotidien, elle sort de prison, comment elle finit dans un hôtel 5 étoiles 5 minutes plus tard. Je trouve que limite il y a plus d'enjeux dans cette scène-là, tu vois, pour comprendre comment elle va faire, que sur tout le reste du film qui est un peu cousu de fil blanc, quoi. Sur ce vol de collier. Il n'y a jamais vraiment un rebondissement qui fait qu'elles doivent repenser le plan, improviser et tout ça. Alors effectivement, j'aime beaucoup cette intro que je trouve qui m'avait beaucoup marqué quand je l'avais vue la première fois. Est-ce que tu as essayé du coup ? Non, mais limite, le pire, c'est qu'on a envie d'essayer. Les gens qui ont vu le film, je pense que tous les gens qui ont vu le film ont eu envie d'essayer à un moment ou à un autre. Ouais, c'est clair, tu dis putain, est-ce que moi aussi je peux réussir cette petite entourloupe ? Ne dis pas comme ça, les gens vont aller voir le film. Et après, David, juste pour te répondre, moi ça me dérange pas ce côté hyper ludique. Enfin, je sais pas. En fait, le monde dans lequel se déroule le film, pour moi, c'est presque un monde de comédie romantique, de Noël. Ah, mais tu à vois. fond, hein, c'est filmé comme ça en tout cas. Et du coup, bah, t'acceptes en fait. T'acceptes qu'il se passe ça et t'es là, genre, ouais, ok, bien sûr, ça fait partie du plan. De toute façon, après, il y a énormément de films ludiques, avec un twist qui arrive à la fin. Qu'on considère meilleurs automatiquement, peut-être parce qu'ils ont un peu plus de pédigré ou qu'ils sont pas sortis dans ce côté politisé de on fait un truc avec des meufs, mais globalement je veux dire c'est pas une tare à Ocean's 8 et Ocean's 8 seulement, quoi. Je pense à des films que j'aime bien, par exemple récemment Den of Thieves, où c'est pareil, genre dans les 5 dernières minutes du film tu penses avoir compris le film et là il y a un truc qui se rajoute et tu fais attends, quoi, mais c'est complètement éclaté au sol, tu vois, genre. Et c'est un peu la même chose dans Ocean's 8 et limite au moins Ocean's 8 a le mérite de jouer sur le côté comédie tout du long, donc effectivement il y a une absence, enfin moi je dirais que ça crée une absence d'enjeu, mais d'un autre côté t'es pas surpris quand le film part dans une direction un peu humoristique, tu vois. Alors qu'à l'inverse, un truc comme Den of Thieves avec des gros bourrins, Gerard Butler complètement déchiré au whisky, tu dis ok, ça c'est un vrai truc de bonhomme, va pas avoir un twist complètement sorti du chapeau de magicien. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans le film, tu vois. Donc, pour la défense de Ocean's 8, le film a au moins le mérite d'être fidèle à lui-même, quoi. Je sais pas si c'est une super qualité, mais il ne te trompe pas sur la marchandise. Non, mais c'est vrai. Enfin, là-dessus, c'était pas vraiment une critique, hein, c'était pour dire que le film ne péchait pas par ses actrices mais par la qualité de son intrigue. Après il reste
il reste un film divertissant et qui fait le job. Et je suis pas sûr qu'il y avait d'autres ambitions que ça, quoi. Est-ce qu'il a marché le film? Je suis curieux, j'ai pas trop regardé. Moi non plus, hein, sur le coup. Je vais regarder vite fait le Je crois box-office. que ça a marché, mais pas de ouf, quoi. Mais il n'y a pas eu un truc comme quoi ça a mieux marché, ça a fait un meilleur opening que tous les Oceans avant, et que du coup les gens étaient un peu en mode... Bah, après, honnêtement, c'est toujours difficile de comparer Oui, puisqu'il y a les opening week-ends parce que le premier Oceans, il date quand même un peu. Hein. Mhm. Donc, Ça a fait 300 millions de dollars. pour 70 millions de budget. Ah non, Ouais. c'est quand même bien. Ouais, ça a bien fonctionné, marché. hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Après, Box Office Mojo, depuis que ça a été racheté sur Amazon, on peut plus voir les trucs de... J'ai dit acheter sur Amazon, non par Amazon, mais vous avez compris. Mais du coup, avant, on pouvait voir les trucs par franchise. Je trouve que c'était un des trucs les plus intéressants. Et il me semble que maintenant, faut être premium pour pouvoir voir ce truc. Il faut être Box Office Mojo Premium. Mais je vais essayer de regarder quand même à titre de comparaison. Ouais, c'est ça, c'est sur IMDb Pro, pardon, qui appartient effectivement à Amazon également. Et donc, effectivement, il n'y a pas de comparaison avec les autres Oceans. Mais je peux vous trouver ça éventuellement. Mais oui, du coup, à plus de 5 ans d'écart, c'est difficile de comparer les opening week-ends parce que la conjoncture fait que il y a trop de différences en fait dans le marché du cinéma, donc ça n'a pas forcément beaucoup de sens de comparer les choses. C'est clair. Et puis Ocean's 8, c'est une reprise de licence. Oui, Là c'est où, pas un démarrage. Voilà. Ouais, effectivement, je peux comprendre. Mais d'ailleurs, je pense que Ocean's 11, à la base, ils pensaient peut-être pas forcément en faire... Ouais, je crois que c'est un carton surprise. Ouais. Si mes souvenirs sont bons, c'est pas forcément quelque chose auquel ils s'attendaient. Ouais. Après, là, j'ai pas entendu de rumeurs sur un Ocean's 9. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est dans les cartons ou pas. Je pense que, honnêtement, ils ont choisi 8 pour pouvoir faire un 8, 9, 10 qui enchaînerait derrière avec 11, 12, 13. Donc, comme ça, ils n'ont pas de problème de numéro en double. Mais du coup, je ne sais pas si c'est dans les cartons. Ce qui est un peu... c'est un peu étrange dans le sens où le film a quand même bien marché. Donc je pense que ça aurait été à peu près n'importe quelle autre franchise avec des mecs, il y aurait déjà une suite, on aurait déjà la bande-annonce, quoi. Mais, un spin-off. Un spin-off, tout ça. Donc là, a priori, il n'y a rien d'annoncé pour la suite. Non, ouais. Mais il y aurait largement de quoi faire une suite. Après, je pense que c'est le genre de film où tant que tu vas garder peut-être une ou deux actrices et que derrière t'en mets 3-4 autres, une marrante, une actrice britannique un peu connue, enfin tu vois, genre tu peux monter ça dans n'importe quelle ville, avec n'importe quel cast, tant que t'as la marque Ocean finalement se décline assez bien dans ce genre de suite, quoi. Je veux dire, En vérité, la nouvelle mode, ça serait de le faire dans les années 80 avec des enfants. Ouais, effectivement. Et ça s'appellerait Ocean's Afterlife. Exact. Et ça raconte l'histoire de Danny Ocean qui est mort. Et comment Afterlife, il braque le paradis. Voilà. Achetez-moi, Hollywood. Achetez-moi pour 500 millions de dollars. Je vous donne tous mes pitchs, tous les matins, après mon petit jus d'orange. Est-ce qu'on a fait le tour d'Ocean's 8 ? Écoute, oui. Est-ce qu'il y a d'autres films de braqueuses, David ? D'autres films de braqueuses, j'avais relevé la liste, mais il y en a pas tant que ça. Et quand j'avais commencé à chercher, effectivement, on en avait parlé un peu avec Constance, c'est quand même assez maigre et c'est bien dommage, quoi. Alors que c'est bizarre parce que quand j'ai pensé tout de suite aux braqueuses, tu vois, je me suis souvenu du dessin animé que je regardais enfant, Cat's Eyes, qui était quand même overculte. Mhm. Et quand tu imagines les films, tu commences à te gratter la tête pour te dire mais qu'est-ce qu'il y a avec des femmes en lead ? Mais du coup, en côté film de braquage féminin, récemment, les seuls vraiment que j'ai trouvé, dont je me rappelais, c'était Spring Breakers en 2012 de Harmony Korine. Et encore, le braquage n'est pas quand même 100% au cœur Non, du je pense film. pas que c'est un film de braquage. Hein. Franchement,
Dans l'intro, je voulais le marquer si Spring Breakers c'est un film de braquage, mais non, il y a un braquage dans les premières minutes, mais après, c'est pas du tout. Le braquage n'est pas du tout central dans le récit. Ça Quoi. revient quand même parce qu'il y a une scène où elles revivent en fait le braquage, il y a des espèces de flashbacks et tout, donc ça revient quand même de l'histoire. Et puis la fin du film, c'est pas des braquages en tant que tels, mais plus ou moins quand même. Donc, Ouais, je pense qu'on est vraiment à l'extrême limite, quoi. Ouais, Moi, c'est j'aurais la tendance à limite dire limite. que c'est un film de braquage, mais alors du coup, ça pose un petit problème avec ma définition de tout à l'heure. Ouais, Ouais. je pense que c'est un film de criminel, sur la criminalité, Ouais. sur le trafic, mais pas un film de braquage. Et limite, tu vois, même la scène de braquage, il la tourne pas à l'intérieur de l'événement. Tout est filmé du côté de la voiture qui attend et de la fille qui attend. Ouais, en plan Et séquence. c'est un travelling et on voit juste les événements à travers le. Mais du coup, le- est-ce que Reservoir Dogs, c'est un film de braquage? Mais de toute façon, c'est pour ça que c'est intéressant de s'interroger sur qu'est-ce qu'un film de braquage, quoi. Parce que moi, si je reviens à ma définition, j'ai jamais dit qu'il fallait que tu vois le braquage. Il faut juste que ce soit le moteur de l'intrigue, quoi. Et dans ce cas-là, Spring Breakers, vu qu'elle le revit, vu que ça a influencé leur vie, ça a peut-être tendance à être un film de braquage autant que Reservoir Dogs est un film de braquage. Puisqu'en fait, s'il n'y a pas de braquage dans Reservoir Dogs, il n'y a pas de film. Mais d'un autre côté, tu le vois jamais dans le film. Enfin, tu vois 30 secondes de Tim Roth dans la rue juste après le braquage, quoi. Donc, mais sinon, ça traite des conséquences. Donc, c'est là où je pense que la frontière est assez floue. Ouais, carrément. Mais ça rend le genre super intéressant, quoi, du coup. C'est assez malléable pour que puissent se côtoyer des films très différents. En l'occurrence, je déteste Spring Breakers. Ouais, non, c'est pas Très forcément... bon, très bon film de montage en bruit d'arme à feu qui fait clac-clac entre Ouais, deux à scènes. mort. Non, c'est clair que c'est pas forcément un excellent film. En plus, je le trouve un petit peu problématique parce que Harmony Korine a tendance à faire des gros plans sur les culottes de ses actrices à peine majeures. Donc, au bout d'un moment, ça devient un petit peu gênant, quoi. Mais bon, voilà, c'est le film qui avait fait sensation à sa sortie. En tout cas, il était dans le top Télérama et tout. Et il me semble Harmony bien, Korine, il a quand même cette aura-là autour de lui de faire des films, tu vois, sulfureux. sulfureux, voilà, qui sont plus intelligents qu'il n'est paraît, mais qui, via leur côté un peu tape à l'œil, dans un sens comme un autre, arrivent à fédérer quand même pas mal de monde. Mais moi, ça m'est vraiment toujours passé au-dessus, quoi. Je les trouve quand même assez vulgos. Je citais l'exemple du bruit de l'arme à feu pour passer d'une scène à l'autre, que je trouve d'un ringard, mais total, quoi. Surtout à côté du reste du film, qui est en l'occurrence plutôt joli, plutôt bien filmé, tu vois. Donc c'est vrai que j'avais pas trop compris l'esthétique de Spring Breakers, si ce n'est que James Franco fait une très belle imitation de SCH avant l'heure, mais voilà. Je vais vous poser une petite question, c'est qu'est-ce qui vous fascine dans le genre ? Parce que moi, je me suis rendu compte en regardant ma vidéothèque que j'avais beaucoup de films qui comportaient au moins un braquage ou qui avaient pour braquage le sujet. Alors, il y a du Michael Mann, hein, évidemment. Ah, j'aime ça, mon bon David, qui a fait pas mal de films de braquage, enfin chacun un peu Ouais. de manière très différente, mais j'ai réfléchi à cette question, même si je ne sais plus si tu l'avais posée ou pas dans le conducteur, donc je vais répondre, si ça ne t'embête pas, Constance. Il y a deux trucs. Il y a un truc que j'ai amorcé la dernière fois qu'on s'est parlé dans Actioner. C'était avec l'Actioner sur Michael Bay, dont on a évoqué la capacité à créer de la tension, du suspense et tout simplement de l'excitation autour des scènes de briefing. C'est-à-dire cette espèce d'anticipation où tout est déjà planifié, tu sais comment ça va se passer si tu restes dans le récit, mais en tant que spectateur, tu as une réflexion sur toi-même où tu te dis ça peut pas se passer comme ça, comme il va le dire. Il y a forcément un moment où ça va partir en couille, il y aura pas d'appui-feu, il y aura pas, la voiture sera pas là quand ils sortiront de la banque, etc., etc. Et en fait, je trouve qu'il n'y a aucun autre film de braquage, peut-être du coup les films de guerre ou les films d'action à tendance un peu militaire, où on va avoir beaucoup de briefings assez naturellement, qui ont cette capacité à créer ces espèces de faux suspense, en fait,
autour d'une grande salle de réunion où se posent des personnages haut en couleur. Et d'ailleurs, quand on y pense, c'est à peu près la même chose. Si tu prends par exemple un Baby Driver avec le dessin à la craie ou une scène de briefing à la 13 Hours où chaque personnage est hyper haut en couleur, ça s'envoie des vannes, ça écoute pas le mec qui fait le briefing. Enfin, on retrouve un peu les mêmes mécanismes. Et en fait, je pense que du coup, je suis assez fasciné par le film de braquage à cause de ça, ou plutôt grâce à ça, parce que ces espèces de scènes de briefing provoquent en moi une espèce mon cerveau se bouillonne, tu vois, d'idées et de comment ça pourrait partir en couille, comment, vu que ça va partir en couille, ils vont improviser, ce que je ne trouvais pas justement dans Ocean's 8, il y a juste le briefing et ça se passe comme elles ont dit à peu près. Et je pense que c'est ça que j'aime dans le braquage, parce que même si c'est quand même hyper précis, un braquage, généralement, c'est du timing, c'est un certain nombre de spécialistes, un endroit, un bijou, un truc à braquer, peu importe. Bah, y a quand même cette possibilité, ce déclenchement via le briefing de l'imagination, et ça me titille, je pense, un petit peu. Et puis pour aller même un petit peu plus loin, et je crois que c'est Soderbergh qui l'a dit lui-même après ses films, mais il y a que récemment, en fait, je crois que c'est dans une vidéo, Patrick Williams qui le rappelle, où il explique justement, il parle des films Ocean, je crois, si ce n'est toute la carrière c'est ça. Ouais, juste c'est celui auquel je pense, où il revient sur le fait que les films de braquage, c'était comme le cinéma. Ouais, c'est ça, c'est que c'est une mise en abîme un peu du cinéma, et c'est un truc qu'on retrouve d'ailleurs de manière assez amusante dans le podcast Braqueur de Arte que tu m'avais envoyé pour préparer le podcast, où il y a un ancien braqueur qui est devenu réalisateur et qui fait le parallèle entre les deux, sachant que Patrick Williams dans sa vidéo dit au fur et à mesure qu'il fait la vidéo, et il se rend compte que en fait les films de braquage c'est une mise en abîme sur si on devait filmer des gens qui font un film, ben ça ressemblerait sans doute à ça, où il y a un réalisateur qui est un peu la tête pensante des braqueurs avec un certain nombre de spécialistes, je sais pas, le directeur photo, les acteurs, et chacun doit jouer son rôle pour que collectivement on finisse par avoir quelque chose d'exceptionnel et qu'on vole entre guillemets un peu le cœur du spectateur, ou en tout cas sa crédulité. Et je pense que du coup ça touche à ça. Je pense que pour les amoureux du cinéma, les cinéphiles, les gens qui s'intéressent au long métrage et au court métrage au-delà de ce qu'ils voient et qui vont un petit peu chercher un peu plus loin et veulent exercer leur œil, vont faire des recherches comme nous quand on fait des podcasts, et ben je pense que inconsciemment, si on voit un film de braquage, on voit aussi le cinéma. Là je suis vraiment en mode total branlette intellectuelle Télérama, mais je pense qu'il y a quand même de ça, c'est vraiment, en y réfléchissant, je me suis dit ouais, au départ c'est hyper facile, tu vois, de comparer un braquage à un tournage. Bon, ça va quand même pas chercher très loin, mais plus j'y réfléchissais, plus je me dis finalement c'est peut-être pas si con. Et je pense que si c'est un genre qui est aussi prisé de grands réalisateurs, des cinéphiles, et qui est aussi malléable au sens où il a été quand même touché par pas mal d'idées, de sous-genres, d'influences diverses et variées qui viennent en plus du monde entier, parce qu'il y a des films de braquage à peu près je pense dans tous les cinémas, quoi. Pas forcément le cinéma américain dont on a beaucoup tendance à parler. Je pense que ça veut dire quelque chose, et je pense qu'il y a une forme d'universalité dans cet écho au tournage qui nous touche tous, consciemment ou non, quoi. Voilà, c'était ma belle réponse très poétique pour cet actionneur braquage. Mais t'aimes le côté programmatique. T'aimes le fait qu'on te propose tout de suite une espèce de mode d'emploi des événements et que tu puisses investir comme ça. À fond, bah, c'est ce que je disais, je pense, dans le briefing. Le briefing, c'est programmatique par définition. Donc, effectivement, j'aime ça. Je pense que ça, c'est la facette, on va dire, un peu plus personnelle de mon amour pour les films de braquage. Je pense que si je devais un peu m'universaliser, si je puis dire, je dirais que c'est un film qui plaît aux cinéphiles par sa ressemblance avec comment on fait un film, comment ça peut dérailler, qu'est-ce qui fait que certains braquages ratés sont aussi magnifiques que certains films ratés, qu'on sait être ratés, mais qu'on peut pas s'empêcher d'aimer, tu vois, par exemple. Je pense qu'il y a énormément de parallèles qui vont au-delà de... Il y a des spécialistes qui se réunissent pour une mission, quoi. Mais après, c'est propre à tout travail de groupe. Hein. C'est un groupe d'individus qui se forment pour un but commun. Donc, ouais, si tu le vois comme ça, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu...
tête pensante, qui est le réalisateur, qui en même temps a besoin de tout le monde, mais domine tout le monde parce que c'est cette espèce de maestro, tu vois, que tu vas pas forcément avoir, par exemple, quand je travaille dans mon taf avec une équipe de 6 personnes, tu vois, et on sera pas tous hyper spécialisés et haut en couleur, sapés différemment, avec des années d'expérience ou ce côté un peu génie, prodige que tu vois par exemple dans Baby Driver où du coup Baby arrive et c'est un gamin, tu vois, parmi les mecs qui sont chacun des pros dans leur milieu. Et il n'y a pas ça en fait. Après, c'est peut-être juste la fiction qui enrobe tout ça de chocolat et qui fait dire regarde comme c'est cool. Et alors que dans la vraie vie, ça se trouve, c'est tout aussi cool, mais je me rends pas compte. Mais globalement, je pense que il y a quand même ce côté un peu, ouais, justement, plein de paillettes qui rappellent là aussi le monde hollywoodien, quoi. Je vois que tu essayes de déstabiliser mon argumentation, mais ça ne marchera pas, David. Et Constance? Moi, c'est pour des raisons un petit peu différentes. Je pense que déjà, sur un plan assez personnel, il y a toujours une certaine satisfaction à voir la logique avec laquelle s'enchaînent les événements, alors que ce soit des événements qui sont prévus, on va dire, par l'équipe de braqueurs, ou que ce soit les choses inattendues qui arrivent, les contre-coups de la police, par exemple, qui viennent mettre à mal les plans. Mais j'aime beaucoup de voir cet enchaînement et voir jusqu'où ça va nous mener. Et de manière plus générale, je pense que les films de braquage nous attirent aussi par leur côté un peu politique et la manière dont ils abordent la liberté et cette espèce de liberté suprême de se dire je vais tout plaquer et je vais aller dérober la banque d'en face et après j'aurai des millions et je vivrai la belle vie et ça va être cool. Et il y a toujours ce côté un peu Robin des Bois de se dire C'est un peu en deux temps parce que du coup tu as ce côté Robin des Bois. J'empiète sur mon deuxième temps. Moi-même, mon cerveau est en ébullition totale. Grâce à toi, Constance. Robin des Bois dans un premier temps. Et ensuite, il y a le côté un peu... littéralement, tu déchantes très vite. Et il y a ce côté moralisateur aussi dans les films de braquage. C'est-à-dire ces espèces de héros, pardon, je vais y arriver, pas en forme ce soir, mais ces espèces de héros qui vont affronter ces grandes institutions pour leur bien ou même pour une cause... Pas forcément toujours pour leur profit, finissent par être rattrapés en fait par une personne ou par un twist qui fait qu'ils vont pas pouvoir jouir en fait de leur richesse, qu'elle soit on va dire matérielle ou juste ils adorent braquer donc ils font ça pour le plaisir. Et c'est ça qui est marrant en fait avec le film de braquage, c'est que ça pourrait être vachement un truc de gauche, pour le résumer vulgairement, en mode ouais, c'est des gens qui vont braquer les banques, c'est des institutions qui oppressent le peuple. Et d'un autre côté, c'est aussi un truc de droite, c'est quand même vachement des types qui essayent de se réaliser, tu vois, par le braquage et qui se rendent compte que l'argent, ou en tout cas ce qui braque, c'est pas ça qui les rend heureux, c'est le braquage lui-même, tu vois. C'est dans ce moment qu'ils se sentent vivants. Et là, on empiète sur Hit, putain. Et donc, du coup, il va falloir qu'on en parle, mais je vais te relaisser la parole. Mais tu vois ce que je veux dire ? À la fois libérateur et moralisateur. C'est pas forcément évident, c'est presque paradoxal, j'ai envie de dire. Ouais, non, mais c'est assez ambigu, de toute façon, même dans le sens ambigu, c'est ça. Où ils s'attaquent certes à Casino et la banque, mais derrière, c'est pour eux-mêmes, en fait, accumuler plein de richesses. Et je trouve qu'il y a toujours, justement, aussi cette ambivalence dans la figure du braqueur qui est presque obligé, avec plus ou moins de plaisir, de travailler en équipe pour réaliser son coup. Mais en même temps, il faut toujours qu'il se méfie de ses coéquipiers. Et derrière, s'il fait ça, le deal, c'est souvent on se parle plus, on se connaît plus, et on se déconnecte un petit peu du monde pour pouvoir jouir tranquille de nos millions durement amassés. Donc voilà, je trouve qu'il y a cette dualité en fait dans la figure du braqueur qui est toujours hyper intéressante. Et effectivement, cette dimension politique qui est là un petit peu en filigrane et qui, je pense, va beaucoup varier justement d'un film à l'autre, parce que tu parlais de morale, t'as quand même des films où ils réussissent et où a priori il n'y a pas de conséquences. Enfin, genre, typiquement dans Ocean's 8. Mais c'est parce qu'il n'y a jamais vraiment d'enjeu majeur dans Ocean's 8 et qu'on n'interroge jamais vraiment les personnages dans ce qu'ils font, quoi. C'est juste en mode regarde, tu les interroges pas. Ouais, tu les interroges pas dans leur morale, hein. La fille elle sort, elle vole tout le temps et ils réussissent leur crime. Voilà, donc on est d'accord, il n'y a pas d'interrogation dans la morale dans tous les films de braquage. C'est pas mais du coup, c'est différent de ne pas avoir de morale tout du long.
plutôt que d'essayer d'avoir une morale au cours du film et à la fin de dire ah non, finalement regarde, il a réussi et il vit des jours heureux sur les plages de je ne sais quelle île paradisiaque. Comme dans The Town. Comme dans The Town, par exemple, effectivement. Mais The Town, d'ailleurs, en découpant d'un point de vue moral, tu sens qu'ils sont assez à cheval sur plein de choses. T'as l'impression que c'est George Lucas qui a réécrit le script derrière, tu vois. Comme Han Solo Shot First. Parce que le premier meurtre commis, c'est quand les flics tuent l'un des braqueurs. L'argent qui est donné à la fille, il sert à recréer, à rénover la patinoire, tu vois. Tout d'un coup, l'argent volé devient un acte de bien. Ouais, mais ça c'est assez récurrent. Enfin, je veux dire, effectivement, dans The Town, il le surjoue un peu ce côté les gars de Boston s'occupent de Boston, tu vois. Genre, il y a vraiment ce côté un peu gros bras quand ils prennent leur crosse de hockey pour aller taper le harceleur de rue moyen. Enfin, tu vois, genre, t'es en mode, ok, les gars. Moi, ça me fait kiffer de voir Jeremy Renner et ou Ben Affleck, je ne sais plus trop, taper des types avec des crosses de hockey, mais je dois dire que c'est un plaisir très personnel et qui n'est pas forcément très moral. Donc, mais après, moi j'aime ça aussi dans les films de braquage, l'idée que si t'avais toute cette thune là, t'en ferais pas forcément que quelque chose de très matérialiste, en mode je m'achète une maison, une voiture. Peut-être que t'en donnerais à un truc qui te touche toi personnellement. En tout cas, moi j'aime à croire que c'est mon cas, donc forcément je me reconnais dans ces espèces d'écarts qu'ont les braqueurs. Enfin, je sais pas si c'est vraiment des écarts parce qu'on les voit comme des criminels, mais la plupart du temps les braqueurs dans des films de braquage sont limite ceux qui ont le plus de valeur, ou en tout cas on nous les présente avec un certain compas moral, et il y a certains trucs qu'ils tolèrent pas. À l'inverse, ils font tout un tas de trucs qui sont absolument horribles, et je trouve que c'est ce que The Town montre bien, c'est que par exemple le simple choc psychologique d'être pris dans un braquage, ça peut bousiller une vie, tu vois. Et ça, c'est des choses que même un film comme Hit ne discute pas forcément. Mais donc, Hit ne discute pas, enfin la morale, c'est pas trop son truc, quoi. Ouais, attention, les monsieur, personnages sont beaucoup plus gris, que ce soit du côté de l'ordre et du côté du désordre. Mais je pense qu'on peut avoir d'une morale tout en étant gris, quoi. C'est pas forcément. Enfin. Moi, j'ai étudié la morale quand j'étais en Cagne, alors du coup, je pourrais te faire tout un speech là maintenant et te dire que c'est pas forcément ou tout noir ou tout blanc. Mais effectivement, je vois ce que tu veux dire. À la fin, c'est la morale qui gagne, hein, parce que c'est oui. Pacino qui gagne. Donc, d'un point de vue purement moral, c'est le bien qui gagne. Enfin, mais bien, l'ordre. C'est l'ordre qui gagne. Voilà, c'est ça. On en revient à Warhammer et à Age of Sigmar, tu vois, la faction apparemment du bien, elle s'appelle l'ordre, elle s'appelle pas le bien, tu vois. Et il faut distinguer ces deux choses-là, parce que si vous êtes dans un univers, que ça soit celui des braqueurs ou un univers de fantasy, et on vous dit, nous on est les gentils, on est l'ordre, attention, ça peut cacher quelques onguilles, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que moi j'aime les films de braquage, et je me suis rendu compte, je me suis posé la question aussi parce que c'est en préparant le podcast, mais c'est à cause des... Ouais, c'est parce que c'est les agents du désordre, quoi. C'est eux qui bouleversent un peu l'ordre bourgeois. C'est pour ça que j'aime des personnages comme Arsène Lupin, c'est pour ça que j'aime les figures de pirates, les braqueurs, c'est les pirates modernes. Hein. Enfin, et on retrouve aussi cette idée de créer une société avec des codes très forts, qui est celle de leur entourage, de leur équipe, et dans laquelle tu es très vite éliminé, ou en tant que chef / capitaine, tu peux aussi être très vite contesté, quoi. Et effectivement, je trouve que c'est ça qui rend le genre aussi fascinant. De ce point de vue-là, si tu veux te poser des questions, forcément tous les films finissent par en principe, hein, si tu es un minimum ouvert, te poser quelques questions politiques et ou interroge certaines de tes valeurs. Mais il y a un côté assez génial, effectivement, dans le côté de voir ces types-là avoir un certain nombre de codes, et ce qui est assez marrant, je sais pas si c'est marrant, mais c'est peut-être même super triste. Et je sais pas ce qui vient en premier, l'œuf et la poule, le braqueur de film et le vrai braqueur. Mais quand tu écoutes les vrais braqueurs qui ont interrogé Arte dans leur podcast, il y a un type qui raconte qu'à partir du moment où il a tiré sur la police,
Genre, sa vie, elle bascule. Et lui-même, il sait qu'il a brisé son propre code d'honneur, entre guillemets. Et c'est un truc qu'on retrouve à chaque fois dans leurs témoignages, c'est que les mecs ne veulent pas verser le sang, quoi. Surtout pas. Les pirates, un peu plus, peut-être. Mais c'est vrai qu'on pourrait les comparer à cette figure un peu mythique, quoi, que sont les pirates. Ouais, moi je suis pas spécialement d'accord sur la comparaison. Ah, vas-y, challenge-nous. Non, mais tu vois, les pirates ont un vrai... pour moi, ils portent un idéal de société qui, est, pour le coup, est vraiment différent de l'ordre bourgeois. On parle de la République des pirates. Ils avaient des pratiques, que ce soit dans la manière dont ils percevaient la famille, l'organisation du pouvoir, etc., qui était quand même très différent de ce qu'on avait dans la société civile traditionnelle de l'époque, monarchique, qui était beaucoup plus, aujourd'hui on dirait coincée, tout simplement. Alors que pour moi, les braqueurs, certes, ils sont en décalage avec la société, mais on est quand même sur des valeurs virilistes, assez égoïstes. Justement, pour moi, il y a ce côté, il y a le chef, etc., qui au final est quand même pas si souvent que ça contesté. En tout cas, les contestations sont plus réprimées qu'autre chose. Donc pour moi, c'est quand même une tu vas pas me dire que les pirates, c'est des mecs tranquilles, où ça se contestait, on réprimait pas par la force. En plus, c'est le début de Black Sails. Tranquille, mais, tout à fait. Mais en tout cas, tu as des codes qui sont assez précis, justement, qui décrivent les... Mais disons que déjà, les braqueurs n'ont pas ce qu'ont les pirates, à savoir, si tu prends en tout cas les pirates, on va dire, dans une représentation mi-historique, mi-mythologique, par exemple dans Black Sails, ils n'ont pas cette espèce de paradis ou d'espace à eux, quoi. Les braqueurs, ils vivent en dehors de la société et ou en cavale. C'est ce qui explique très bien le podcast d'Arte d'ailleurs. Et donc ils expliquent qu'ils peuvent pas vraiment construire une société, quoi. Ils la construisent, c'est plus des sortes de mini-cercles, des petites familles, quoi. Et ils se font confiance entre eux, mais dès qu'il y a une autre équipe ils sont en concurrence. Mais ça, là aussi, on retrouve quand même des trucs de pirates, tu vois, de tel capitaine avec telle équipe, quand il doit prendre un mec de telle autre équipe parce que le bateau adverse, enfin concurrent, s'est fait couler, tu vois, il va avoir des tensions, quel genre de proie on peut attaquer, avec quel type de violence, quand même un certain nombre de trucs qui se font écho l'un à l'autre, mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette idée de construire une société en réaction à ce qui se passe sur le moment dans, on va dire, l'ordre, dans le monde de l'ordre. Mais encore que tu pourrais quand même, si tu as envie de forcer un petit peu le trait, tu peux te dire que peut-être que c'est ça la société qu'ils défendent, tu vois, là où tu prends ton argent si tu veux le prendre. Quand même dans Hit, j'avance un petit peu sur mon film, mais quand même une conversation entre le flic et le braqueur, et où tous les deux s'accordent à dire que la vie avec des barbecues et des matchs de foot, c'est de la merde, tu vois, tu te sens pas vivant et c'est pas ça qui fait que toi t'es un homme, tu vois. Donc tu peux aussi le voir en mode homme avec un grand H et puis avec un petit H. Dans ce cas-là, ça devient un peu moins viriliste et c'est un projet de société. Pas de barbecue, c'est des hommes pas détruits, de dans foot. Hit. Ouais, après dans Hit, c'est des hommes détruits et c'est pour ça que Constance a quand même raison fondamentalement, c'est qu'il n'y a pas de caractère utopique en fait chez les braqueurs. Ouais. Peut-être quand ils commencent, d'ailleurs, il y a un des braqueurs interrogé par Arte qui dit il commence parce que le mec il a été éduqué par. Ses parents étaient d'extrême gauche et. Ils lui ont appris à se méfier du capital et à tout ça. Et donc quand il commence, il sait qu'il veut faire ça. Et au fur et à mesure de son histoire, il se rend compte qu'il est obligé d'adapter des trucs de bourgeois pour survivre. Notamment, puisqu'il a de l'argent, il doit l'utiliser. Et pour l'utiliser, il faut qu'il devienne le personnage qu'il est censé être. Donc je crois qu'à un moment, il investit dans des courses hippiques. Et donc il vit comme un mec qui possède des courses hippiques. Donc il vit comme un bourgeois, quoi. Et donc lui-même se reconnaît plus. Et voilà. Donc du coup, il est utopique au début, mais ça vire très vite à la dystopie. Est-ce que la piraterie n'a pas elle-même aussi viré la dystopie ? C'est un autre sujet pour un autre podcast, le podcast Pirate, que j'annonce tout de suite et que David a déjà annoncé, je crois, 3-4 fois. Il va falloir le faire parce qu'on va bientôt être à court d'excuses pour parler de pirates, je crois. Surtout que j'ai vu un super reportage sur Netflix sur les pirates qui démonte la figure du pirate. Ok, très intéressant donc. Est-ce qu'on pourra faire la même chose avec les braqueurs plus tard ? Ouais, allez, on va parler tout de suite de Comancheria. Je balance la bande-annonce. Ils ont laissé votre mère dans la misère. Ils ont voulu lui piquer ses terres pour $25 000. Grosse banque.
Elle est trop grosse. Je sais, on me le dit souvent. Oubliez pas qu'ils peuvent saisir vendredi. Quoi qu'il arrive, soyez sûr d'être à la banque de Childress jeudi. Et vous serez enfin tranquille. On est des vrais commences, petit frère. Bonjour tout le monde, vous flaquez. T'as un flingue sur toi, le vieux? Quelle question, bien sûr que j'ai un flingue. Vous allez aussi voler mon flingue? C'est pas vous qu'on vole, c'est la banque. Bon, ne vous fiez pas à la bande-annonce qui est assez nulle. Assez nul. Mais ça fait une bonne transition à ce que tu disais sur l'aspect, on va dire, politique, en fait. Ouais, c'est pour ça que j'avais placé cette question-là à propos de ça, parce que donc l'histoire, ça repose sur un pitch assez simple. C'est deux frères, qui sont joués donc par Chris Pine et Ben Foster, qui doivent récolter $43 000 d'ici la fin de la semaine, sinon la maison de leur mère sera saisie. Donc pour récupérer cet argent, ils trouvent rien de mieux que de voler, de braquer les banques, et notamment les banques à qui appartiennent les dettes. Et donc c'est déjà, quelque part, un acte de piraterie. Ah, on y revient. Ah bah oui, complètement. Donc derrière cette histoire se cache donc un western moderne réalisé par David Mackenzie et scénarisé par Taylor Sheridan. Je vais souvent citer le nom du scénariste, vous allez comprendre pourquoi, qui dépeint donc les conséquences de la crise financière de 2008. On est vraiment là, c'est vraiment les répercussions de cette crise financière, et c'est sans doute le premier film qui parle de ces conséquences. On a vu avec Big Short et d'autres films ce qu'était la crise financière, et là, il raconte vraiment ses conséquences. Sauf que donc Taylor Sheridan, dans une interview, disait que il utilisait le genre du film de braquage pour son aspect fun, parce qu'il se sentait pas de raconter juste une histoire de prêt, de banque, de pétrole. Enfin, il aurait trouvé ça très ennuyeux. Donc, le principe du braquage, c'est un argument pour rendre dynamique le film. Et ça marche. Ah ouais, ça marche. D'ailleurs, il y a peut-être des gens qui l'ont vu sous son titre original pour une raison ou pour une autre. Hell or High Water. Yes. Qui est donc, ça veut dire donc l'enfer ou le déluge, et c'est la clause qui se trouve sur les contrats de prêt qui dit que toute personne doit rembourser, même si c'est l'enfer ou même si c'est le déluge. C'est-à-dire qu'il y a comme ça une obligation biblique. Ouais, c'est ça, biblique. Bah, c'est américain, quoi. Biblique pour rembourser, quoi. C'est-à-dire que ils feront pas de cadeaux, quoi. Mm-hmm. Et donc, c'est tout le cœur et tout le sel du récit, c'est comment ces deux frères sont obligés de passer de banque en banque en volant des petites sommes pour accumuler la somme nécessaire pour payer la dette avant la fin de la semaine, et comment ils vont être pourchassés par deux marshals. Et ce qui est intéressant, c'est que si l'élément donc propre au cinéma de Sheridan aussi, c'est le lieu. Et la mise en scène du Texas est juste fantastique, quoi. Il raconte pas, je trouve que c'est en ça où on peut le comparer à un western, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça se passe pas sur New York ou sur Los Angeles, tout d'un coup, ça devient le western, quoi. Donc c'est comme quand en France on fait pas un film sur Paris, ça devient tout de suite un film de terroir. Ouais. Donc, après, il y a une vraie dimension, je veux dire, au-delà du lieu et de l'impact que ça a dans la filmo de Sheridan. Il y a toujours une importance du lieu, j'en parlerai avec Hit, dans les films de braquage. Tout simplement par rapport à l'acte lui-même, savoir où on braque, par où on sort, quelle piste on emprunte, où c'est qu'on peut se faire coincer. Et je trouve que avec Hell or High Water, justement, ce qui est super intéressant dans le film, c'est que le fait que ça se passe dans une ruralité la plus pur, en fait, vraiment tel qu'on s'imagine le Texas un peu aride, etc. Et ben ça rebat vachement les cartes de ce qu'on a l'habitude de voir dans un film de braquage, quoi. Le suspense est plus du tout le même, et effectivement s'apparente vachement plus à une sorte de course entre un criminel et un chasseur de primes dans un western, par exemple. Ouais. Mais après, tu vois, les banques, par exemple, c'est des petites succursales, ils les accumulent, c'est pas un lieu qui serait comme ça hyper sacralisé, ou hyper ils rentrent, ils sortent, et c'est plusieurs petits lieux, quoi, plutôt qu'un grand lieu hyper complexe à braquer. Mais c'est ça qui rend le récit
super rafraîchissant, et c'est aussi pour ça que le film m'avait pas mal tenu en haleine. Je pense que du coup le pari de Sheridan que tu explicitais tout à l'heure a vraiment payé, quoi. Ouais, et puis en plus, ce qu'il montre, c'est les rencontres, c'est-à-dire tous ces Texans qui sont tous armés jusqu'aux dents et qui vont faire la chasse eux-mêmes et se faire justice eux-mêmes. C'est-à-dire, on est vraiment là, par contre, on est vraiment dans un monde de western. Et ce qui est super intéressant, c'est que Taylor Sheridan a imposé le fait que ce soit un réalisateur étranger qui filme ses 2 premiers films, que ce soit Sicario et celui-ci, parce qu'il voulait des gens qui n'avaient pas une idée déjà inscrite en eux sur le Texas, sur le port des armes, sur tout ça, pour qu'à la fois ils apportent un regard neuf et surtout qu'ils mettent en scène le scénario plus qu'une espèce d'idéologie qu'ils auraient déjà préconçue. Donc c'est pour ça qu'il a fait appel à David Mackenzie, qui est un réalisateur donc britannique, et sa réalisation est juste sublime, quoi. Enfin, franchement, si les banques, c'est vraiment des succursales, c'est comme s'ils braquaient le Crédit Agricole du coin, tu vois. Mm-hmm. Mais par contre, sa caméra, lorsqu'elle se pose sur l'horizon, quoi, il y a comme ça une espèce de vertige, un vertige horizontal, quoi. C'est-à-dire que t'es comme ça, toujours à fleur de terre, avec des décors à perte de vue. Il y a des moments de mise en scène, de la photo, l'interaction avec les acteurs, avec leur milieu, c'est juste sublime, quoi. Et donc, opposé à ces 2 frères, évidemment, il faut comme ça une espèce d'opposant. Alors, Taylor Sheridan explique dans une interview que dans tous ses films, le véritable antagoniste, c'est le milieu. Et effectivement, là, le milieu, c'est à la fois le Texas, c'est à la fois la misère qui touche ces deux frères, c'est-à-dire une misère sociale, une misère familiale, c'est-à-dire parce que donc ils ont vécu sous le coup de la violence, notamment l'un des 2 frères qui est joué par Ben Foster a tué leur père. Et aussi, donc il y a comme ça la reproduction de la violence, mais aussi la reproduction de la misère. Et la volonté de sortir, de voler ces banques, c'est de se réapproprier la maison de leur mère qui vient juste de mourir. Et aussi parce que ils ont découvert que le sous-sol de cette maison est rempli de pétrole. Et donc, ça serait l'occasion rêvée de pouvoir comme ça briser le destin. Et tout recommencer. Et de tout recommencer. En tout cas, comme ça, de briser cette chaîne. Mais quel va en être le coût ? Évidemment, il va être super lourd pour tout le monde, quoi. Et à l'opposé, on va retrouver donc 2 Marshall. Donc là, l'un qui est joué par Jeff Bridges, qui est une espèce de vieillard acariâtre qui lance en permanence des pics racistes. À son collègue. À son collègue, donc, qui est joué par Jill Birmingham, qui est donc son personnage est à moitié indien et à moitié mexicain, et donc il prend comme ça tout le long du film des pics racistes. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors bon, évidemment, le personnage de Jeff Bridges, c'est quand même l'oncle raciste un peu pénible, tu vois, mais ce qui est assez subtil, c'est que on n'est jamais dans le détestable, c'est-à-dire que à la fois la mise en scène de David Mackenzie, mais aussi le talent de dialoguiste de Taylor Sheridan font que il y a comme ça dans cette relation entre les 2 personnages une espèce de sincérité et parce que donc le second, donc celui qui est d'origine indienne, il a une véritable admiration pour Jeff Bridges. Et Jeff Bridges, ses pics racistes sont un langage d'un autre temps, et c'est un gars qui n'a pas évolué et qui pense qu'il est super drôle en étant raciste en permanence. Et d'ailleurs, il le fait toujours sur le ton de la blague. C'est pas quelqu'un qui est raciste ouvertement, et tu sens qu'il a une affection aussi pour son second. C'est tout ça qui est brassé dans ce film, quoi. C'est en ça où c'est un film qui est super fort, parce que t'as toute une dimension sociale, et l'élément du braquage, c'est l'élément de la dynamique du récit. Et tu commences d'ailleurs par une scène qui est tout de suite le braquage d'un travelling, où c'est la femme qui est en train de fumer sa clope, donc celle qui ouvre la banque. Et donc tu vas la suivre jusqu'à la porte d'entrée, et tu la vois se faire braquer. Et, déjà, juste cette scène, t'es complètement captivé par le film, parce que ce plan séquence est juste fantastique, quoi.
Et après, je voulais parler de Chris Pine, parce que Chris Pine, pour moi, c'est l'acteur phallo. Tu comprends pas pourquoi il est dans des films, quoi. Quand tu le vois même dans la dernière bande-annonce dans Wonder Woman, tu te dis, mais ce gars, il a aucun charisme, quoi. Et dans Comancheria, mais il est magnétique, il est fascinant, quoi. Moi, je trouve que c'est un perso. Du coup, je pense que c'est un petit lapsus, mais c'est un acteur qui a été casté pour un type de personnage qui ne lui a jamais vraiment parlé, je pense. Ouais, parce que je pense aussi. Peut-être qu'il a la tête de jeune premier, Steve Trevor, Kirk, ou que sais-je, et un côté un peu imblairable dans sa perfection. Et effectivement, il a un peu la mâchoire carrée, les cheveux qui lui retombent sur le front de chaque côté. C'est vraiment le American Hero par excellence. Mais il a un côté en même temps tête à claque aussi qui colle bien à ces persos-là, mais la façon dont il les joue, il n'est pas délicieux ou délicieusement détestable, quoi. Il est juste plat, en fait. Enfin, Steve Trevor, pour moi, à côté de la candeur d'un Chris Evans quand il joue c'est un autre Steve Rogers cette fois, mais avant qu'il devienne Captain America, je trouve que ça marche, ou même quand il l'est vraiment dans le premier film de Johnson, ça marche pas du tout, en fait. Et ces derniers temps, il a été casté dans des rôles où il est plutôt, je dirais pas forcément un contre-emploi, mais qui ont assez brutalement fait état du fait que Chris Pine vieillissait, quoi. J'ai vraiment l'impression que du jour au lendemain, ils l'ont transformé en dad ou en daddy, ça dépend les films, hein. Des fois il est un peu sexy, donc ils essayent quand même de le rendre un peu sexy, grisonnant, tout ça, machin. Mais ça lui va mieux, en fait. Et dans ce film-là, je l'avais trouvé aussi exceptionnel. Je me demande si c'est pas le film dans lequel j'ai préféré. Je crois pas avoir vu toute sa filmographie, mais c'est vraiment celui qui m'a marqué. Il y a l'autre film de David Mackenzie, Outlooking, où il est aussi génial, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a aussi peut-être du coup une proximité avec le réalisateur qui est pas pour rien dans le résultat. Mais c'est vrai que c'est un acteur qui je trouve en fait être plus intéressant en vieillissant. Et aussi parce que peut-être on lui propose des personnages qui soit lui correspondent mieux ou correspondent mieux à la personne qu'il est. Des fois, Hollywood, ils mettent super longtemps avant de se rendre compte qu'ils miscassent complètement un acteur. Je vois par exemple, c'est un autre exemple, une autre illustration beaucoup plus brutale, mais typiquement Chris Pratt, il est passé de Hero à Zero, enfin de Zero à Hero et de Hero à Zero en l'espace de 4 ans, quoi. Et je pense que parfois Hollywood il va au chausse-pied et du coup la chute en est encore plus brutale, et d'autres fois ils se disent ce mec là il a porté cette franchise, alors il va reporter cette franchise. Il a joué Jack Ryan, il était nul. Il a joué Kirk, il était nul. Il a joué Steve Trevor, il est globalement nul. Alors que dans d'autres films, et dans celui-là, il est impeccable, quoi. Donc je pense juste qu'il est vraiment miscast depuis le début. Et le problème, c'est qu'il continue de signer des projets comme ça, parce qu'à mon avis, ça rapporte et ça lui donne aussi le star power qu'il mérite. Mais c'est presque dommage, en fait. Mais d'un autre côté, la vieillesse lui va plutôt bien. On peut pas dire ça de tous les acteurs. Non, c'est clair. Donc voilà, non, franchement, après, je vais pas raconter beaucoup plus de Comancheria, parce que je pense que beaucoup de gens l'ont pas vu. Et c'est vraiment dommage, parce que j'ai quand même un peu teasé la fin, mais la dernière confrontation entre Chris Pine et Jeff Bridges, elle est ouf. Elle est mortelle, quoi. Surtout, elle trompe tellement toutes les attentes. Ah ouais. Non, c'est vraiment vraiment un pur film. Et en plus, un film de braquage qui, je pense, en étant assez récent en plus, prouve qu'il y a encore des choses à faire. En termes de ton, en termes de lieu, de type de personnage aussi, parce que là, pour le coup, tu expliquais leur backstory un peu de personnages, on va dire, qui malheureusement n'ont pas eu une vie facile, et qui va un peu à l'encontre des braqueurs glamour qu'on peut voir dans beaucoup de films de braquage, j'allais dire la plupart, mais pas tous. Pendant que Constance est sur IMDb à checker The Ultimate Daddy List, où Chris Pine est effectivement premier, juste derrière Christian Bale, et je valide. Donc voilà. Bon, vraiment, regardez Comancheria, et bientôt on parlera de Wind River de Taylor Sheridan, et on reparlera de Taylor Sheridan, parce que à la fin de, je pense, mi-2020, j'ai noté la date, il va réaliser un film avec Michael B. Jordan. Lourd. Une adaptation de Tom Clancy.
Donc ça va être mortel. Ok, j'espère. J'espère que ça sera mieux que certaines adaptations de Tom Clancy. On pourrait faire un actionnaire sur les adaptations de Tom Clancy. On trouve une idée à chaque fois, à chaque nouvel épisode. C'est assez ouf. Ouais, surtout j'aime bien Tom Clancy. Là, moi aussi, j'aime bien. J'attends toujours mon film Rainbow Six avec un all-star casting, tu vois, de tous les pays, mais on verra. C'est un peu républicain sur les bords, voire totalement. Ah ouais, non, mais 200%, mais c'est le fruit d'une autre époque. Mais bon, après, Harrison Ford en Jack Ryan, voilà, J'adore. C'est mon bro, tu vois. Genre, c'est mon meilleur gars. Allez, on va passer tout de suite à Hit, qui est sans doute la quintessence du film de braquage. Je balance Teasing. la bande-annonce. J'espère qu'elle est goldée. Tu veux passer à l'action dans la rue? Sois libre comme l'air. Tout ce qui est entré dans ta vie, tu dois pouvoir t'en débarrasser en 30 secondes, montre en main, avant que ça se mette à chauffer dans le coin. En plein cœur de Los Angeles. On connaît leur méthode. Leur méthode? C'est qu'ils sont bons. Pro. Ah merde. Si tu crois que ces mecs vont marquer un essai et passer à autre chose, moi, j'en doute. Un inspecteur de police implacable. Et sur la piste Où est-ce qu'on en est? d'un voleur professionnel. Tu es le fugitif numéro 1 et tu es blessé, ça double les risques. Faux, ça quadruple les risques et je suis 2 fois plus dangereux que ton pire cauchemar. C'est Et pas de du son tout le complice film. prêt à tout. La banque justifie les risques. On devrait se la faire. Je veux une surveillance à plein temps, 24 heures sur 24, de nuit comme de jour, ouvert même le dimanche. Suppose qu'ils connaissent notre numéro, suppose qu'ils connaissent notre adresse, suppose qu'ils nous connaissent. Bang, bye bye. Il redoublait d'audace à chaque tentative. Il y a combien, en gros? Plus de 12 millions. Je marche. Mais un flic Il est là. Je marche. le sens à plein nez. était à leur trousse. Quel que soit leur prochain objectif, je crois qu'ils vont avoir la surprise du siècle. Bientôt, pour la première fois à l'écran, yes. Al Pacino et Robert De Niro, tous deux récompensés aux Oscars, s'affrontent. Si je suis sur place, et si je dois te neutraliser, j'aurai pas le choix. Je serai forcé de te descendre. Et admettons que tu m'aies coincé, et que moi j'ai pas le choix, parce que jamais je ne te laisserai me barrer la route. Ne crois pas que j'hésiterai. Pas une seconde. Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, dans un film de Michael Mann. Heat. Heat. Et voilà. Il a l'air sympa, ce petit film d'action un peu bébête qui nous est vendu dans ces bandes annonces, surtout sans les images. On pourrait vraiment croire que c'est débile à souhait, quoi. Mais bon, je vais quand même vous parler du meilleur film de braquage, et sans doute ce qui est l'un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Et en tout cas, en toute modestie. En tout cas, mon film préféré, mesdames et messieurs, je vous fais une confidence spécialement pour Actionneur, car effectivement, je suis connu sur les internets pour être un grand fan de Star Wars. Mais Star Wars, c'est un peu plus qu'un film, ce qui est un problème et à la fois une qualité, c'est-à-dire que on est toujours obligé de débattre et on parle d'un univers et il y a toujours on rebat en permanence les cartes, comme on disait tout à l'heure. À l'inverse, Hit, c'est juste un film, mais quel putain de film, mesdames et messieurs. Pour vous introduire ce film qui est sorti en 1995 et qui est donc réalisé par Michael Mann, comme vous l'avez entendu dans cette superbe bande-annonce, il faut que je vous parle un peu de moi-même, ce que je viens de faire en fait en disant que c'était mon film préféré, mais je vais continuer. Parce qu'il faut savoir que j'ai découvert ce film sur le tard, parce que j'étais entre 2 années d'études et je vivais littéralement, je dis beaucoup de fois littéralement et je l'utilise très souvent mal, mais cette fois c'est littéralement dans le garage de mes parents. Ce n'est pas une expression ou un cliché d'ado rebelle, mais c'était parce que mes parents avaient changé de maison et qu'il y avait de la famille chez moi l'été, et donc j'avais dû laisser ce qui me servait de chambre à mon oncle et à ma tante. Et donc je vivais dans le garage entre 2 années d'études et je n'avais pas beaucoup de perspectives quant à mon futur. Mais mon futur immédiat, ça allait être de regarder Hit, parce que mon pote Jean-Paul, que je salue s'il nous écoute, qui est lui-même réalisateur depuis d'ailleurs, m'a dit il faut que tu mates les films de Michael Mann. Et j'étais là, ouais, Michael Mann, je vois qui c'est le mec qui a fait Hit. Je crois connaître ce film parce que Al Pacino, Robert De Niro pour la première fois à l'écran, parce qu'en fait ils étaient ensemble dans Le Parrain 2, mais c'était dans 2 époques différentes, donc ils se croisaient jamais. Et puis il n'y a pas cette histoire de fusillade de ouf que tout le monde cite en permanence. Ouais, c'est bien ce film là. Et il y a un soir où je me faisais vraiment royalement chier parce que je l'ai démarré hyper tard, je pense que je savais pas trop quoi faire à ma soirée.
Et je crois que c'est l'une des plus grandes claques que j'ai jamais pris de ma vie en matant un film. Parce que vous savez, des fois on rattrape des films et on les rattrape et on se dit ok, il était sur ma liste, je peux rayer une ligne, mais c'est à peu près tout. Je sais pas si vous avez déjà eu ce feeling où vous dites je comprends pas pourquoi c'est sur le top de tout le monde ou pourquoi on m'a dit de regarder ce film. Et ben It, c'était exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'effectivement il était sur ma liste et que j'ai eu envie de le revoir juste après. Et j'ai d'ailleurs rematé l'intro après avoir terminé le film. Bon, j'ai pas rematé tout le film parce qu'il était tard et que j'étais fatigué. Mais je me suis dit, où étais-tu dans ma vie film ? Et ça, c'est It. Bon, bref. C'est pour vous donner un petit peu de background sur ma passion et pourquoi je vais parler avec tellement de superlatifs. Et vous m'excusez par avance. Effectivement, c'est un film qui est super connu. Étrangement dans un côté classique mais pas trop, parce que pour beaucoup de gens c'est un classique en tout cas du cinéma de braquage, pour certains du cinéma de nos amis américains. D'un autre côté, Michael Mann n'a pas non plus une énorme presse là-bas ou même chez nous, même si je pense que la France est l'un de ses Eldorado parce qu'il a toujours été très bien accueilli. C'est d'ailleurs un mec qui a commencé une partie de sa carrière en étant une sorte de reporter. Il a suivi mai 68, il a filmé mai 68, Michael Mann. C'est un francophile, on pourrait dire. Il est souvent au Festival des Lumières de Lyon, c'est ça ? Festival des Lumières, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Fête des Lumières. La Fête des Lumières. Okay. Bref, il a cette idée de It depuis les années 70. Donc, si vous avez bien suivi, le film est sorti en 95. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps ? Il a écrit 180 pages de scénario dans les années 70, en partant d'une idée qu'on lui a rapportée sur le tournage de l'une des deux séries qui l'ont fait connaître en fait, parce que Michael Mann c'est aussi un mec qui a bossé beaucoup pour la télé. Donc Miami Vice, vous connaissez peut-être moins Les Incorruptibles de Chicago. Excellent titre français. Et donc, l'un de ses amis et consultant sur Les Incorruptibles de Chicago lui a raconté l'histoire tout simplement d'un voleur professionnel qu'il poursuivait et avec qui il a un jour discuté en privé dans d'une manière totalement calme, paisible, mais aussi très surprenante, parce que généralement, quand on est un policier et qu'on court après un criminel, ça ne se termine pas comme ça, ou ça ne se poursuit pas comme ça. Il se trouve que ce criminel s'appelait Neil McCauley, qui est le nom du personnage de Robert De Niro dans le film, donc il a été repris tel quel. Alors le vrai McCauley, il n'a pas braqué des banques, il braquait des supérettes, des hangars, toutes sortes de trucs, donc des choses un peu moins glamour que des banques, on va dire. Et d'ailleurs, il a trouvé la mort sous les balles de la police lors d'un braquage qui a mal tourné. Mais cette idée a fasciné, même harcelé Michael Mann. C'est un mec qui fonctionne vachement et je pense qu'il a besoin, il le dit lui-même, d'être harcelé, d'être titillé comme ça en permanence pour un projet, par un projet pour le faire. C'est ce qui fait que d'ailleurs qu'il a fait relativement assez peu de films ces derniers temps, je pense, aussi parce qu'il est assez âgé. Et donc dans les années 70 il écrit, il commence à faire évoluer son scénario. Dans les années 80 il discute beaucoup avec son ami Walter Hill, qui est un autre réalisateur pas mal connu du genre, et en tout cas des films un peu noirs ou néo-noirs, qui lui dit non mais je suis pas forcément intéressé, mais bonne idée, vas-y développe, on y va. Et il se trouve que à la fin des années 80, en 88, il va faire un premier on va dire cut de son scénario qui va transformer en téléfilm, et ce qui va lui donner l'occasion en fait de faire une sorte de prototype à It, ce qui je pense est à peu près inédit dans l'histoire du cinéma. Enfin, en tout cas j'ai pas d'autres exemples, mes connaissances sont limitées, mais c'est quand même assez rare. Qui a fait la même chose. Burton qui a fait... Oui, mais c'était déjà un film ou c'était un court-métrage ? C'était un court-métrage, et après il a fait un film, mais genre 30 ans après, quoi. Parce que là, c'est un film à part entière. LA Takedown, c'est juste un téléfilm. Donc peut-être que s'il le faisait aujourd'hui, ça sortirait sur Netflix, et un jour il le referait pour aller le sortir au cinéma. Et donc LA Takedown est tourné pour la télé, avec les moyens de la télé. Il est tourné en 90 jours, je crois que c'est 127 le nombre de jours du tournage de Hit. Le budget est bien sûr pas du tout le même. Et ce qui est quand même assez marrant, c'est que on retrouve les mêmes personnages, globalement la même intrigue, et même jusque certaines répliques sont restées intactes en fait d'une version à l'autre. Il y a un très bon documentaire assez court que vous pouvez trouver sur YouTube qui s'appelle From LA Takedown to Hit, où il explique ce qu'il a changé, pourquoi il a fait ça, etc. Et t'as des espèces d'enchaînements, il montre la scène dans le téléfilm et la scène dans le film, et l'évolution est assez drastique quand même. Donc voilà. Pourquoi j'aime ce film ?
Déjà parce que c'est, comme David le suggérait, la quintessence du film de braquage, par bien des aspects, parce que ça représente, je pense, la version un peu classique du braquage, un flic et un braqueur, tous les deux avec, on va dire, des valeurs et des motivations qui les rendent un peu plus gris que juste il y a un gentil et un méchant. Donc là, en l'occurrence, on a un flic qui est joué par Al Pacino, qui a des méthodes extrêmement douteuses, qui en est à son 3e mariage, mais qui est surtout marié à son boulot, contre un braqueur qui a l'air assez tendre, assez professionnel, avec un fort compas moral qui est incarné par Robert De Niro, mais qui reste un type qui n'hésitera pas à tirer sur la police si elle lui barre la route. Donc on est vraiment dans l'affrontement classique. Les personnages d'ailleurs qui sont présentés relèvent tous des archétypes qu'on va avoir dans les films de braquage, mais ce qui est assez intéressant, et c'est là où on passe de juste, on va dire, l'archétype à la quintessence, c'est que c'est un vrai crime opéra, on pourrait dire Heat, parce qu'il y a énormément de personnages et que chacun d'entre eux représente un peu les facettes de tout cet univers des flics contre les braqueurs. Donc on va avoir la vie civile bien sûr du flic, la vie civile du braqueur, mais aussi de ses complices. On va avoir tout un tas de personnages flics ou plus ou moins criminels qui se trouvent entre eux dans des lieux qui sont hyper nombreux, ce qui donne l'impression que Heat c'est un film qui est plutôt long et qui donne pas forcément l'impression d'être aussi étendu sur la durée, mais il est tourné, alors j'ai vu sur IMDb j'ai vu 75, et dans un livre que j'ai sur Michael Mann ils disent 95 lieux différents directement dans Los Angeles, donc il y a vraiment ce côté presque Los Angeles et le Los Angeles crime contre flic en tant qu'univers qui moi me fascine. C'est pour ça que c'est la quintessence, parce que si vous aimez Heat, il y a forcément des éléments qui sont représentés dans Heat qui seront limite l'intrigue à part entière d'un autre film plus tard. Pas dans le sens où Heat a fait énormément de petits, même si on peut considérer par exemple The Town de Ben Affleck comme une sorte de sous-Heat. Mais complètement. Hein. Ouais, je pense que même complètement. Après, je sais pas s'il y a autant de films qui vont aussi loin dans la citation. Il y a énormément de films qui ont repris des scènes qui viennent de Heat, de la confrontation entre le flic et le braqueur dans un endroit un petit peu, ou entre guillemets, dans un contexte un peu presque fantastique, en fait, on pourrait dire, par rapport à ce qu'on est en droit d'attendre. Il y a aussi la scène de gunfight qui est citée dans énormément de films de braquage. Donc, The Town à fond. Il y a également Den of Thieves qui refait une scène de gunfight qui est vraiment très différente, mais dont l'impact narratif, ça arrive exactement au même moment dans le film. Il y a des personnages qui tombent sous les balles. C'est cette espèce de scène où le chaos arrive au milieu du quotidien, ce qui est aussi un autre classique du genre. Donc il y a énormément de films, tout ça pour vous dire, qui refont, on va dire, les deux grandes scènes cultes de Heat. Ça y est, je m'en mêle les pinceaux avec The Town. Mais au-delà de ça, c'est pas juste, on va dire, un énorme, une œuvre matricielle. Elle a donné énormément d'influence, effectivement. On peut même penser au-delà des films de braquage à d'autres médias. Je pense par exemple il y a énormément de sons de B2O, Booba, où il va citer Heat. Donc je t'attends sous le balcon comme Val Kilmer. J'ai Al Pacino à mon derrière, voilà. Mais il y a aussi l'une des premières missions, si ce n'est même le premier braquage de GTA 5, qui refait la scène de Heat. Donc c'est vous dire si le film a eu un impact énorme autour de lui. Et donc forcément, c'est un peu l'épicentre du séisme. Donc si vous avez envie de voir ce qui se passe et pourquoi ça nous fait bouger les films de braquage, il faut aller voir Heat et se rendre compte de son génie. Alors après, pour aller un peu plus dans le personnel et l'analyse, comme David l'a fait, en vous expliquant ce qu'il lui parle dans Hell or High Water, très dur à prononcer sans mettre un espace entre chaque mot. Heat demande aussi de prononcer le H aspiré, sinon ça se prononce Hit, comme le truc avec le clown. Il n'y a pas de clown ici, il n'y a pas de truc terrifiant, même si quelque part un braquage ça peut être terrifiant. Mais il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup. Alors j'en ai un petit peu parlé avec le film de David justement, c'est l'importance des lieux. Donc là tout est filmé à Los Angeles, et ce que j'aime beaucoup dans le cinéma de Michael Mann, c'est qu'il le dit lui-même, everything must speak. Donc tout doit parler, et effectivement tous les décors qu'il va mettre en place vont avoir un impact soit sur le scénario ou au moins sur la sensation qu'ils provoquent chez le spectateur. Je trouve que c'est d'autant plus vrai dans Collatéral. Hein.
C'est encore plus vrai dans Collateral, mais même récemment dans Black Hat, du coup qui est son dernier film à date, il y a vraiment une scène où le décor lui-même provoque quelque chose chez toi, alors que c'est une scène de gunfight, on va dire, assez classique, bien exécutée, parce que Michael Mann, à mon sens, sait très bien les faire. Mais il donne souvent cet exemple des cathédrales, en fait. Il dit, voilà, vous allez dans une cathédrale, vous pouvez ne pas être croyant, et ça vous fait ressentir quelque chose. Il y a quelque chose dans l'architecture qui, lui, le fascine. Et forcément, une ville comme Los Angeles, qui, dans les années 90, est en pleine évolution, l'a forcément, lui aussi, attiré. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il tourne uniquement dans Los Angeles, dans que des décors qui sont réels. Il y a même un moment où Al Pacino va aller interroger l'un de ses indiques, et en fait ils arrivent dans une espèce de truc chelou près d'une mine de carrière de, comment on dit, de sulfate, enfin cette espèce de matière, ce sable hyper jaune, limite radioactif là. Je sais pas comment on appelle ça parce que je suis pas chimiste et j'étais nul en cours de chimie, mais vous voyez l'idée, donc une grosse carrière de sable mais avec du sable jaune fluo et toxique, qui est un vrai décor, mais quand vous arrivez dans ce décor là avec les personnages, vous dites mais what the fuck, en fait c'est pas Los Angeles, c'est pas possible. Et en fait avec 75 voire 95 décors, on a l'occasion de surprendre le spectateur sur ce qu'est vraiment cette ville et pourquoi elle fascine Michael Mann. Et tout ça pour dire que quand ils arrivent dans ce décor, il y a une espèce de mini décor dans le décor où on voit des chiens, des bulldogs qui sont entraînés, et on peut se dire ah ouais, c'est des criminels donc ils font des combats de chiens, mais Michael Mann explique qu'en fait il a filmé là et il a ouvert une porte, et en fait il y avait des vrais combats de chiens clandestins. Il y a une autre scène qui est filmée dans des abattoirs clandestins, donc ils ont été filmés au plus près de ce qui se passe vraiment dans Los Angeles. Et c'est toujours ce qui est génial chez Mann d'ailleurs, c'est cette tension permanente entre le réalisme. C'est un mec qui filme vachement depuis en numérique pour être au plus près des personnages, même de nuit. Donc David citait Collateral qui avait complètement dérouté les gens par rapport à ça. Mais je trouve ça assez fascinant parce qu'il mélange cet extrême réalisme là qu'on peut avoir chez Nolan, et en même temps il a une notion de style qui est juste impeccable dans le choix de ses décors, de la musique. Il a commissionné pour Hit une reprise de New Dawn Fate de Joy Division par Moby, qui est placé à un moment absolument culte. Je vous laisse deviner lequel si vous vous souvenez du film, ou le découvrir si vous ne l'avez pas encore vu. Et on est vraiment toujours dans cette tension dans le lieu où à la fois tu te dis ouais, donc il va avoir quelque chose dans ce décor qui va coincer nos personnages, qui va peut-être mettre en péril le braquage ou l'évasion, etc. Mais ils sont aussi beaux à regarder et ils provoquent quelque chose chez le spectateur. Et je pense que la photo de Dante Spinotti, qui est un habitué de Michael Mann, n'y est pas pour rien. Et j'ai regardé du coup une interview de Michael Mann pour l'occasion où il parle de la lumière, l'importance de la lumière dans le film. Hit, je l'ai mal prononcé, Hit baigne dans une espèce comme ça d'atmosphère lumineuse, mais où en fait tout est filmé, il me semble, dans des comment on appelle ça, des large des wide lenses. J'ai pas le terme parce que depuis que je suis cinéphile, moi je ne regarde que des trucs en anglais, donc je sais pas comment on appelle ça. C'est donc un objectif grand large, grand angle, voilà. Merci David. Et donc ça a tendance à créer cette espèce de paysage énorme. Alors du coup, ce qui est assez génial, c'est que si vous comparez à du coup LA Takedown, qui est la version téléfilm, qui a été filmée entre guillemets, je sais pas si c'est exactement le ratio, mais en 4/3 pour une télé cathodique de l'époque, vous avez des décors et le placement des personnages est complètement écarté. Là, on retrouve un peu ce que fait Michael Bay, où il met dans des scènes de briefing, il met les personnages à 15 mètres l'un de l'autre, parce que voilà, ils sont dans le décor et ils repèrent les lieux. Il y a ça dans Hit, et derrière eux, il y a cette espèce de lumière bleu nuit qui vraiment est en fait te berce, et en même temps il y a tous ces petits points de lumière comme ça en mouvement en permanence. Michael Bay il dit que Los Angeles c'est une cybernetic city, et pour lui la ville elle est en 3 dimensions, donc t'as les grandes routes forcément avec toute la lumière des voitures, les tours qui elles-mêmes sont lumineuses, et les avions en permanence qui passent au-dessus de Los Angeles avec LAX, le très gros aéroport de la ville.
Et pour lui, c'est limite comme si c'était une métaphore. Il dit de toute la data et de toutes les informations qui s'échangent entre les personnages en permanence. Et il y a des scènes en hélico avec Al Pacino qui vont vachement dans ce sens où effectivement il passe d'un endroit à l'autre de Los Angeles, mais c'est presque surréaliste. Des fois, ça m'évoque même Tron où justement il y a cette métaphore de les autoroutes de l'information. C'est littéralement des autoroutes. Et ben il y a ça dans Hit, alors que c'est un film qui est a priori plutôt très réaliste. Et j'adore ce jeu de lumière que tu peux analyser au premier degré en disant à la fin ça se termine dans un aéroport et donc c'est le combat entre l'ombre et la lumière. T'as vu, il y a tout un jeu d'ombre qui va du coup permettre à l'un des deux protagonistes de l'emporter sur l'autre. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que je reviens à cette idée des deux protagonistes, c'est que Hit, contrairement à pas mal de films de braquage, je trouve, a vraiment réussi ce truc de poseur, de dire il n'y a pas d'antagoniste, il y a deux protagonistes. D'habitude, pour moi, c'est un peu une excuse pétée parce que t'as pas réussi à faire un bon méchant ou pas faire entre guillemets un bon gentil. Là, t'as juste deux personnages qui partagent un temps d'écran, il me semble assez similaire, et qui en fait sont assez nuancés pour que tu t'attaches à l'un et à l'autre sans forcément vouloir que l'un l'emporte sur l'autre, parce qu'ils ont chacun cette espèce de douceur. Robert De Niro, il a cette espèce de mutisme, et quand il tombe amoureux, c'est totalement du Michael Mann, c'est premier regard, enfin c'est presque conte de fées, tu vois, mais il y a un côté pur qui fait que tu te dis ce mec-là est pas un vrai méchant. Et d'un autre côté, quand tu vois Al Pacino débarquer, frapper des indiques, bousiller des types, s'engueuler avec sa femme, tu te dis bah lui c'est pas un vrai gentil non plus, quoi. Et on en a même un temps, peu ça dans Command Sharia aussi, hein, dans l'interaction entre les deux, entre ce que tu disais sur le Marshall... racisme du personnage notamment, je trouve du coup ramène une forme de nuance qui est pas mal, et je voudrais pas forcément tirer un trait entre nos deux films, mais je pense qu'effectivement c'est un peu ce vers quoi tendent les films de braquage entre guillemets sérieux. J'exclus Ocean's 8 pas méchamment, Constance tu m'en voudrais pas, mais il y a une idée qu'il faut que les deux personnages aient un poids, même si tu veux vraiment faire l'un d'eux le méchant, vraiment l'antagoniste qui piège l'autre, que ce soit le flic ou le braqueur. Je pense qu'ils tendent quand même à une idée de faut vraiment une sorte de yin et yang, tu vois, et ça marche hyper bien avec Hit. C'est une métaphore toute pourrie, hein, le yin et le yang, franchement faut qu'on passe à autre chose, mais il y a vraiment ça, tu vois, dans Hit, avec le jeu de lumière et le fait que t'as toujours un petit point de noir dans le blanc qui est Al Pacino et un petit point de blanc dans le noir qui est Robert De Niro. Je pense à un truc qui me touche à chaque fois, c'est la relation qu'a Al Pacino avec Nathalie Portman, qui est très jeune dans le film, c'est son deuxième film après Léon de notre ami Luc Besson, qui n'est toujours pas en prison d'ailleurs, si vous vous posez la question. He should. Voilà. Peut-être que Vincent Hanna, le personnage de Al Pacino, s'en serait occupé beaucoup plus rapidement que la justice française. Mais pour revenir à Al Pacino, effectivement, quand il a les scènes avec Nathalie Portman, je le trouve d'une douceur, mais genre exceptionnelle, quoi. Genre, je trouve que ça ramène un truc. C'est sa belle-fille, c'est pas sa fille. Et en fait, elle a une connexion avec lui qui vraiment, encore une fois, brouille les pistes et te dit, ok, c'est bluffant. Les deux acteurs sont très bons, même si Nathalie Portman n'en est qu'à son deuxième film, tu sens déjà le potentiel qu'elle a derrière elle. Et Al Pacino, il est au sommet dans ce côté flic désabusé, et il est extravagant tout le long du film. Il cabotine volontairement pour impressionner ses cibles, et d'un coup il fait preuve d'une extrême justesse quand il est avec elle, et d'une douceur, voire même d'une fragilité qui moi me déstabilise. Je sais plus pourquoi je parlais de ça, mais tout ça pour vous dire que oui, il y a deux protagonistes. C'est aussi pourquoi j'aime Hit. Il y a énormément de choses qui s'injectent là-dedans, je pense, de pourquoi ces deux protagonistes et pas juste un antagoniste. C'est que les deux sont deux vrais professionnels. Quand on disait tout à l'heure pourquoi on aime le film de braquage, Constance, tu disais que tu étais un peu satisfaite par la façon dont ça se déroule, comment le plan est bien exécuté, c'est ça ? Tout à fait. Est-ce que tu penses qu'on peut y voir une sorte de satisfaction à voir les professionnels être à l'œuvre ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Il y a un truc satisfaisant dans toute cette vidéo, tu sais, des mecs qui coupent leurs pâtes et font leur sauce tomate là en jetant des tomates dans les airs et les déchiquetent. Enfin, je raconte n'importe quoi, mais tu te dis, waouh, les mecs sont tellement experts de leur craft, de leur métier, que ça satisfait une partie de ton cerveau. Et il n'y a pas d'autre chose qui me satisfasse, voilà, c'est compliqué, qui me font autant plaisir. Je ne suis pas un maître de la langue française, vous l'aurez compris, malgré mes études littéraires, que de voir des professionnels à l'œuvre. Et Al Pacino,
comme Robert De Niro dans le film, incarne ces professionnels avec une justesse qui est juste, là encore, complètement folle, quoi. Genre Al Pacino qui arrive sur la scène du premier braquage, parce que le film s'ouvre sur un braquage, ce qui est aussi un des, des lieux communs des films de braquage, c'est de s'ouvrir sur une sorte de mini braquage pour présenter les personnages. Et quand Al Pacino arrive et qu'il est là, il claque des doigts, il est hyper stylé, il commande ses troupes et tout, comme un coq, mais il n'y a pas ce côté, putain, il fait chier là à faire le crooner, tu vois, genre on a compris, t'es un flic, t'es bon dans ce que tu fais, mais ferme-la, tu vois. Il y a un côté, tu te la fermes toi, et tu écoutes ce que dit le monsieur. Et j'adore. Et il le fait avec énormément de mots et de gestes, et il tournoie un peu comme ça autour du fourgon qui vient d'être attaqué. Et à l'inverse, Robert De Niro, lui, depuis, il est pas mal moqué un peu pour son mutisme et son espèce de mouvement de menton là, comme ça en permanence. Et ben lui est aussi super bon dans ce côté-là, dans l'économie de mots, il dit beaucoup. Dans son professionnalisme, s'exprime vraiment par une forme de silence en fait. Et surtout dès la première scène, quand tu le vois arriver. Il sort du train. C'est ça. Tout est silencieux et c'est son regard, c'est sa présence où tu sais pas trop encore ce qu'il fait. Il se déplace dans l'hôpital, il arrive et tout est tellement à la fois facile et dense par sa présence. C'est impressionnant. Ouais, et c'est là où je voulais en venir et tu donnes plus d'exemples parce que c'est vrai que j'avais complètement zappé cette scène de l'hôpital. Ou d'ailleurs la musique de Elliot Goldenthal qui est limite Blade Runner-esque, j'ai envie de dire. C'est très bizarre, je fais beaucoup de métaphores sur la science-fiction par rapport à It, c'est peut-être aussi pour ça que le film me plaît autant. C'est que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des moments un peu hypnotiques comme ça, un peu comme dans Blade Runner avec la musique qui part complètement en couille. Tu sais plus trop où t'es là genre ouais, je suis 3 mètres au-dessus de l'autoroute de Los Angeles, je sais pas ce que je fais. Mais j'adore ça, la façon dont ça se mélange ensuite au bruit de l'hôpital, tu sais. Et tu reviens tout de suite au braquage, à l'urgence, le tic-tac, tu vois, tout est millimétré, ils vont récupérer leurs différents complices, leur véhicule de couverture qui est donc en l'occurrence une ambulance, d'où l'hôpital. Je trouve ça génial en fait. Je trouve qu'aucun film de braquage ne capture aussi bien le professionnalisme de ces personnages. Peut-être parce que Al Pacino et Robert De Niro à ce moment-là dans leur carrière, ils sont au sommet. Donc on est sur la fin du sommet, je pense qu'on est en 95 quand même, mais il y a un star power qui fait que les mecs en plus c'est la première fois qu'ils jouent ensemble et chacun il joue sur un terrain différent, mais tu sens qu'il y a quand même un petit concours, tu vois, de savoir qui va être le meilleur dans ce qu'il sait faire le mieux, et le résultat est génial parce que tu les aimes encore plus pour leur eux aussi leur professionnalisme en fait. Et c'est là où on revient à cette idée que les braquages c'est comme le cinéma quoi. Donc les mecs qui sont dans le braquage font preuve de professionnalisme, les mecs qui jouent, les mecs qui sont dans le braquage sont aussi de grands professionnels. En l'occurrence Michael Mann explique que Al Pacino genre lui il fait je sais pas combien de scènes jusqu'à ce que Michael Mann lui dise ok celle-là je la garde, et il lui dit ok on en fait une dernière mais je fais une wild one, donc il part totalement en couille, il improvise, et souvent Michael Mann il disait je comprenais pas ce qu'il voulait faire, mais il en a gardé certaines dans le film, et je pense que c'est les scènes qui sont devenues le plus culte où Al Pacino part complètement en cahuète, mais ça donne énormément de cachet à son personnage. Donc effectivement oui c'est la quintessence absolue en fait du film de braquage via les archétypes, la densité, le raffinement de ces personnages. Il y a aussi toute une diversité des situations et des lieux qu'on retrouve et qui pourraient à eux seuls en fait être la scène forte d'un film de braquage un peu moins bon. La fameuse scène que cite Booba, je t'attends sous ton balcon comme Val Kilmer, peut-être il l'utilise de manière un peu inappropriée parce que peut-être qu'il parle de sécher un type qui est à son balcon. En l'occurrence, c'est plutôt une scène de romance dans Hit. Ouais, c'est ça. Et elle est là aussi exceptionnelle, et elle pourrait être le troisième acte d'un film que je ne serais pas choqué. Alors je sais que c'est hyper facile d'isoler une scène et de dire ah bah alors ça si c'était le pinacle de tel autre film, bah ça serait déjà un grand film, mais j'en ai marre d'utiliser des lieux communs, mais vous aurez compris, j'aime tellement ce film que je dois me résoudre à des comment dire, des tours de passe-passe moi aussi, attirer votre attention sur des petits trucs. Et le dernier truc sur lequel je voulais attirer votre attention, parce que ça fait déjà trop longtemps que je parle, c'est la fusillade effectivement, qui du coup est citée maintes fois et étudiée du côté de l'industrie du cinéma, mais aussi étudiée apparemment du côté des forces de l'ordre, police et autres gardes nationales aux États-Unis, parce qu'apparemment Val Kilmer recherche très très bien son fusil d'assaut.
Et la scène de fusillade est étudiée par des policiers, des mecs type SWAT, enfin GIGN ou RAID pour nous, parce que ils montrent l'efficacité en fait de ces mecs-là et de comment ils rechargent leurs armes, comment ils utilisent l'espace à leur avantage. Comment ils utilisent le tir de suppression pour se tailler un chemin, etc., etc. Donc il y a tout un tas d'approches, on va dire, un peu tactiques dans ce film, en tout cas dans cette séquence, qui peuvent être comme ça étudiées à la fois par des cinéphiles qui ont envie de voir un gunfight qui ne ressemble à aucun autre et qui est hyper travaillé, et à la fois par des professionnels, on en revient encore à cette notion de professionnalisme, qui vont se dire, ok, ce que je vois là dans ce film est particulièrement réaliste, dans la façon qu'ont les types de se frayer un chemin, de recharger leurs armes, de tirer derrière eux, puis de passer devant leurs collègues lorsque celui-ci est en train de recharger. Là encore, il y a un côté film de guerre en fait dans cette séquence, et je faisais le parallèle avec la question des briefings, qui est pas, à mon avis, anodin. Michael Mann est connu pour travailler avec un mec qui s'appelle Mick Gould, qui est un ancien du USS, Special Air Service, donc c'est forces spéciales britanniques, qui forme du coup ces acteurs, et en l'occurrence Val Kilmer et consorts n'y ont pas échappé. Et autre truc qui fait que la scène fonctionne au-delà juste du jeu et de la façon de manipuler ses armes, parce que vous allez me dire c'est un petit peu morbide ce que tu nous racontes, mon bon Répu, il y a aussi la capture du son en direct. La plupart des gunfights, comme la plupart en fait des films d'ailleurs américains, n'ont pas une prise de son en direct. Les dialogues sont redoublés par la suite par souci de... J'ai jamais trop compris pourquoi, peut-être parce que le son est meilleur, peut-être parce que ça pose des... Voilà. Et donc Michael Mann ne fait pas ça, en tout cas pas ça dans cette scène, ce qui fait qu'en fait quand les armes tirent dans le film, elles ont vraiment utilisé dans la scène et font ce bruit-là, et donc il y a tout un système pour capturer leur son et aussi éviter les jets de douille. Il y a plein de photos behind the scenes, vous pouvez voir que les caméras sont équipées de sortes de boucliers de plastique transparent pour couvrir les 3 opérateurs de la caméra sur le rail, parce que ça tire dans tous les sens, et cette scène elle est chaotique. J'adore cette scène, je trouve que c'est l'un des meilleurs gunfights, si ce n'est le meilleur gunfight de l'histoire du cinéma américain, notamment dans ce côté réaliste en fait, ça dépend ce qu'on cherche dans le gunfight, mais il fonctionne aussi comme élément du récit, parce que c'est le moment où ces agents du chaos mettent le chaos en marche, quoi. Et cette incursion comment dire, d'un décor typique et de son typique d'un film de guerre au milieu de ce qui est une allée on va dire passante de Los Angeles, elle est juste terrifiante, quoi. Il y a une vraie joie dans l'idée de regarder cet affrontement entre des braqueurs, cette fois qui tirent à balles réelles, ils veulent pas les prendre la main dans le sac parce qu'ils ont la main dans le sac, et ils doivent se frayer un chemin à travers la police, et il y a des morts, il y a un vrai impact à ce qui se passe. Ça, c'est un truc qu'on voit pas forcément dans les films de braquage, où parfois l'action tient du gag ou juste de l'évasion. Et putain, quand ça canarde dans Hit, moi-même, je sais que en rematant la scène, elle me met pas bien cette scène. Je suis mis c'est la scène, tu vois. Et en fait, quand je me rends compte qu'elle est longue et qu'elle est pénible, je me dis putain, ouais, effectivement, t'as ce côté usure où tu te dis Al Pacino et Robert De Niro, ils ont quand même des nerfs bien solides, parce que la scène dure, je pense, facile une dizaine de minutes. Elle était déjà assez longue et assez impressionnante dans LA Takedown pour un téléfilm, et il l'a vraiment sublimé, quoi, au point que même aujourd'hui j'ai du mal à imaginer, en tout cas dans d'autres films d'action, où on pourrait resserrer un peu la sélection dans d'autres films de braquage. The Town a essayé de faire un truc un peu similaire en mettant beaucoup l'accent sur le bruit des armes à feu, leur résonance dans le parking souterrain. Il me semble que c'est un parking souterrain d'un stade où ils s'affrontent, et ça fonctionne assez bien, mais il n'y a encore pas cette logique de le décor est là, tu comprends la géographie. C'est très important dans les films de braquage de comprendre la géographie, encore plus que dans n'importe quel autre film d'action, je dirais. Et c'est pour ça que cette scène est bluffante, et à elle seule elle pourrait mériter un podcast, tu vois. Il y a d'ailleurs un podcast qui s'appelle One Hit a Minute, ou quelque chose comme ça, où il parle, chaque podcast c'est une vingtaine de minutes sur une minute de film, jusqu'à ce que Michael Mann repère le podcast et arrive sur la dernière minute et nous parle un peu de son travail avec Al Pacino et Robert De Niro. Donc voilà, c'est un film que j'adore, pour lequel j'ai une dévotion absolue, je pense que vous l'aurez compris. Je prends vos questions, merci d'être venu à mon TEDx, c'était sympa.
Et c'est marrant parce que tu parles donc des professionnels, mais il y a aussi des tas de films qui mettent pas en scène des braqueurs professionnels. Comancheria déjà en premier, et je pensais à un autre film, c'est Un après-midi de chien qui met aussi en scène, qui est aussi joué par Al Pacino, où c'est un gars qui un jour fait un braquage et ils sont 3, ils rentrent pour braquer. Il y a le troisième qui fait au tout début du film, je le sens pas, je me casse. Et donc il reste plus que Al Pacino et un autre gars, et tout le film se base sur donc ce long braquage qui finit par une prise d'otage, et sur le travail comme ça sur les braqueurs et sur leur mentalité, et le pourquoi Al Pacino a fait cet acte-là. Et c'est donc tiré d'un fait réel, d'un événement qui s'est passé à Brooklyn. Et ce film est juste fantastique. C'est un film de 74, je crois, de Sidney Lumet, et c'est un film qu'il faut voir, quoi. Mais après, je veux pas dire par là, en insistant sur le professionnalisme, que c'est forcément ce qui fait qu'un film de braquage va marcher ou être plaisant à regarder. Non, mais je pense que c'est ce qui marche dans Hit. C'est que... Ouais, je pense que c'est ce qui marche dans Hit, effectivement. Et à l'inverse, c'est aussi ce qui crée d'autres films de braquage, dont celui que tu cites, des films intéressants. C'est que on a l'impression que braquer une banque, ça demande un certain nombre de talents, une vraie motivation, des nerfs d'acier, etc., etc. Donc forcément, quand on voit des amateurs s'y mettre, ou des semi-professionnels s'attaquer à des banques, et ben tout de suite, là aussi, ça pimente le récit. Je pense que si on aime les films de braquage, c'est qu'ils posent aussi, Michael Mann dit lui-même, déjà des enjeux moraux et des conflits très forts immédiatement. Ouais, c'est ça. Donc qu'il soit professionnel ou qu'il soit plus ou moins professionnel, pour le dire plus simplement, ça rend la chose assez addictive, quoi. Et pour renvoyer à ce podcast qui est génial sur les braqueurs d'Arte, t'as des mecs qui ont étudié le grand banditisme et qui sont dans cette ère-là. Et moi, ce que je visualise comme le film de braquage un peu classique, un peu ultime, c'est le braquage de banque dans les années 50 où les mecs sont élégants. C'est ce qu'on voit dans Public Enemies, par exemple, de Michael Mann aussi. Donc avec Johnny Depp, manque de peau, mais les mecs en trench avec leurs petits costumes, dans des voitures super élégantes. Pour moi, il y a un côté de gentleman braqueur, tu vois. Donc pour moi, le braqueur de banque, ça a toujours été une sorte de professionnel. Après, bien entendu, ça, c'est la patte un peu, c'est la croûte un peu glamour sur ce qui est vraiment la réalité de cette profession, si on peut appeler ça une profession. C'est extrêmement violent pour la personne qui exécute le braquage, comme pour ceux qui la subissent, bien entendu, quoi. Et c'est ça que met super bien en exergue le podcast, c'est que les mecs ne ressortent pas indemnes, même lorsque le braquage marche, et parfois, même si ils sont professionnels, en fait. Ouais. C'est-à-dire que même s'ils ont l'habitude de le faire, il y a tout un tas de trucs qu'ils savent pas gérer, ou qui n'ont toujours pas appris à gérer. Et à l'inverse, le dernier témoignage est assez super drôle, parce que c'est un braqueur qui est plutôt suicidaire et qui veut que la police, qui veut pas se rendre à la police et il veut pas se résoudre à se suicider lui-même. Donc ouais, c'est un suicide by cop. C'est ça, un suicide by cop. Et en fait, il explique que c'est assez simple de braquer une banque, mais c'est parce que lui, il est plus dans l'approche Comancheria que Hit de la chose, quoi. Donc, il va en grande banlieue parisienne attaquer des petits, des petites banques. Moi, je parle de quintessence parce que quand je visualise le braquage, c'est ça, tu vois. C'est soit Hit, soit des mecs dans les années 50, limite, tu vois. Après, tout ce qui est autour de ça est facilement déclinable et très clairement, c'est pas parce que le personnage est pas professionnel que ça rend le film moins intéressant. De toute façon, je pense que des vrais braqueurs professionnels, il n'y en a pas des masses, hein. En général. C'est ce qu'ils expliquent dans le... C'est un one-shot ta carrière, quoi. C'est ce vers quoi tendent beaucoup de braqueurs, d'après les témoignages qui sont proposés par Arte. Mais après, ce qu'ils expliquent aussi, en tout cas pour le cas de la France, puisqu'ils sont des braqueurs francophones, mais c'est qu'il y a une ère du grand banditisme qui a disparu, en gros, dans les années 80 en France, et que... à mon avis, dans les États-Unis, on peut même faire disparaître, si on prend juste les films, l'ère du grand banditisme et des braqueurs gentlemen, c'est souvent des films qui se passent dans les années 50. C'est rarement des films qui se passent dans les années 90 comme Hit, où tout de suite Robert De Niro, il n'est pas forcément aussi glamour et génial et bien sapé que Johnny Depp dans
Public Enemies, parce qu'il faut qu'il soit une sorte de homme passe-partout, donc costard gris, relativement mal taillé, pas de voiture qui tape à l'œil, etc., etc. Donc oui, effectivement, je pense que le braquage de professionnel, entre guillemets, c'est un truc un peu forcément romancé et qui date d'une époque qui est révolue, que ça soit de l'autre côté de l'Atlantique ou ici, quoi. D'ailleurs, l'un des personnages de chez Michael Mann, c'est James Caan dans Le Solitaire, qui fait aussi un braqueur, et qui lui est complètement... c'est vraiment le professionnel, et qui veut pas se mêler au crime organisé, et qui fait les coups dans son coin, et le crime organisé finit par l'attraper. Et c'est un personnage, et je crois que je préfère Le Solitaire à Hit, mais... Bah, j'ai prévu de me refaire une petite filmographie de Michael Mann avec mon petit frère là, parce qu'il n'a pas vu tous les films de Michael Mann, voire il en a pas vu beaucoup. Après, il a vu ceux que les gens généralement ont vus, à savoir Collateral et Heat, éventuellement le dernier des Mohicans de temps à autre, mais les films de la première partie de sa filmo sont assez moins connus, et bien sûr ses films les plus récents, à part Collateral, sont aussi pas très connus. Ok, ben on va finir on va s'arrêter là. C'est terminé avec le meilleur film. Ouais, à moins que vous ayez d'autres recos en film de braquage à voir. Si, il y en a un qui est assez récent, il s'appelle Logan Lucky, avec Adam Driver et Daniel Craig, entre autres, qui, dans mes souvenirs, était pas mal. Et de Soderbergh, j'arrive jamais à prononcer son nom, c'est ça, c'est Soderbergh, ouais. Soderbergh, ouais. C'est le retour de Soderbergh au cinéma après qu'il ait pris une pause. Ouais. Moi, c'est bien passé sous le radar, en tout cas en France. Mais si vous avez l'occasion, c'était plutôt pas mal dans mes souvenirs. Et Daniel Craig, Who Done It, avec Daniel Craig, Knives Out, actuellement en salle. Je touche $1 à chaque fois que quelqu'un va voir un film de Rian Johnson. Je force depuis 2017, vous le savez. Ouais, non, mais il y a plein de films. J'ai revu, moi, le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville, qui est juste excellent. Alors après, on n'est pas vraiment dans l'actionneur, hein, c'est très mou, très lent dans la mise en place, et le braquage se passe après presque 1 heure de film. Donc, et pourtant, c'est vraiment un film de braquage. C'est-à-dire que t'as la préparation, t'as toute la mise en place du casse, et le casse, et les événements du casse. Après, pour revenir sur Hit, la scène de fusillade arrive au bout d'1h40, 1h50 de film, je crois. Donc, ouais, mais après, le film il fait 2h40. Donc, Ouais, forcément. Mais je veux dire, ça arrive pas toujours en tant que troisième acte, deuxième acte. Enfin, il peut y avoir des espèces de mini-boss en forme de braquage. Mais c'est ce que j'aime aussi dans le film, c'est qu'il y a une montée en puissance par rapport à ça. Et c'est quelque chose d'assez classique qu'on voit dans pas mal d'autres métrages, mais qui dans Hit vraiment... je pense il arrive à vraiment faire monter la sauce autour de cette idée de c'est le dernier coup, c'est le plus juteux, mais il faut qu'on soit extrêmement pro, et forcément quand ça déraille, la chute est encore n'en est que plus belle, quoi. Enfin, pour le spectateur, bien sûr. Robert De Niro, il perd à cause de son hubris et non pas à cause de ses actes délictueux, quoi. Exactement. C'est parce qu'il retourne tuer alors qu'il avait l'opportunité de vivre et de s'enfuir, qu'il finit par se perdre, quoi. Et c'est à cause de son compas moral, tu vois. Ouais, c'est pas tant son compas moral que l'hubris, sa propre volonté de son orgueil. Ouais, c'est son orgueil qui le conduit. C'est pas du tout. Il agit pas par moralité. Hein. Il agit pas parce que il faut éliminer le gars. Il aurait pu très bien fuir et ne jamais retourner aux États-Unis et vivre l'amour tel auquel il se destinait quelque part, et non, c'est son orgueil qui l'oblige à revenir et à commettre... Mais je vois dans cet orgueil une sorte de code d'honneur, tu vois. Ah, je pense pas. Je pense que là, je pense pas qu'on est dans le code d'honneur. Je pense vraiment qu'on est dans l'orgueil, dans cette espèce d'orgueil aveuglant qui le pousse à braver une dernière fois, et je pense aussi... dans tous les cas, c'est clairement son hubris. Je veux dire, que ça soit par rapport à son code d'honneur, ou pour venger ses potes, ou pour tu vois, rétablir un peu sa fierté, c'était pas nécessaire. Ah ouais, pour le dire simplement. Mais faudrait que je regarde ce que dit Michael Bay.
Un autre Michael Mann sur le sujet, je m'embrouille. Waouh, j'ai bien imaginé un crossover entre les deux. Le remake de Hit par Michael Bay, le truc où ça fait que la scène de braquage, mais pendant 40 minutes. Ouais, alors que tu as dit il y a quelques temps que la géographie était importante pour un film de braquage. Ouais, effectivement. Ouais. Autant te dire que Michael Bay, il la nique, la géométrie. C'est clair. Ce serait pas à pied, ce serait direct en voiture. Ce serait une course-poursuite dans tous les sens. Les mecs, Comment disait Bob, vous avez oblitéré la ville, non je sais plus, éventré la ville, c'est ça, vous avez éventré la ville. Si Michael Bay devait remake Michael Mann, il éventerait la ville, ça c'est sûr. C'est un peu ce qu'il a fait avec Pain and Gain. C'est un peu ce qu'il a fait avec Pain and Gain. Il y a des films de braquage, mais c'est jamais spectaculaire, Pain and Gain, contrairement à Hit. C'est quand même plutôt très concentré comme intrigue. Il y a d'autres films. Il y a un autre film dont je voulais parler, David. Ouais, un film de braquage, mais que j'ai déjà vaillamment défendu dans un autre actionneur. Tu vois duquel je parle? Non, là, je suis. C'est trop tard. Je parle bien sûr de Point Break. Mais ouais. Et qui est mon deuxième film de braquage préféré, et sans doute dans mes films préférés ever aussi, tu vois. Et ça pour moi aussi représente à fond tout ce que j'aime pas mal dans le film de braquage, notamment du côté si vous aimez en fait la rivalité entre le chasseur et le chassé, je trouve que c'est encore meilleur limite que celui de Hit, quoi. Le duo est vraiment presque là pour le coup, il y a pas de fun et d'homo-érotisme dans le respect qu'a Al Pacino pour Robert De Niro dans le film. C'est assez classe, mais tu sens un côté plus frères ennemis. Celui de Point Break, il est bien plus cool à regarder, bien plus ludique, donc je le conseille aux gens. Et si vous n'avez pas écouté notre actionneur sur Keanu Reeves, vous pouvez m'entendre forcer comme jamais sur Point Break. Donc je n'insisterai pas. Sinon j'aime bien Inside Man, qu'il faut voir aussi, je trouve, qui j'allais dire un film d'expert professionnel, pas vraiment, parce que c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais j'ai l'impression que c'est un film qui gagne à être connu. Souvent quand je dis aux gens que j'aime bien ce film, les gens font ah ouais mais moi j'aime bien ce film et tout. Il y a cette discussion entre un braqueur et un gamin dans le coffre-fort d'une banque, et là aussi c'est très glamour, c'est le coffre-fort avec plein de lingots d'or, et il y a une moralité derrière tout ça qu'on ne révélera pas aujourd'hui, mais que je trouve aussi très chouette. Un bon mix en fait entre le côté un peu pulp qu'on peut avoir dans les films de braquage et un minimum de sérieux. Donc si vous n'êtes pas chaud pour les 2h40 de Hit, vous pouvez toujours aller faire un petit Inside Man. Voilà. Ouais, on va se laisser là. Vous avez une petite actualité? Qu'est-ce qui se passe du côté de Outrider, Thibaut? Il se passe qu'on est en train de recruter un équipage de contrebandiers assez exceptionnel pour l'épisode sur The Rise of Skywalker, vous en doutez. Formule très spéciale, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. C'est le genre de mission, c'est un peu comme quand tu pars en guerre contre l'Empire et que tu sais que tu vas perdre, tu vois. On en revient à mettre une torpille à photons dans un trou de 2 mètres, quoi. Ça va être vraiment un travail de professionnel. Et je sais pas si je vais pouvoir utiliser un petit ordinateur de visée ou la force, mais il va falloir que ça marche parce que je vais avoir beaucoup de déliés pour cet épisode-là. Mais je pense que c'est une formule un peu unique sur laquelle on n'a pas encore insisté et qui, je pense, permettra de marquer le coup, quoi. C'est pas tous les jours que se termine la saga des Skywalker pour 10 ans. Donc, et ben, on verra ce que ça donne. Mais ouais, très gros épisode qui peut vous attendre. Et dès janvier, après, on va multiplier parce qu'il va falloir qu'on traite Mandalorian, notre voyage à Star Wars Galaxy's Edge, Jedi Fallen Order. Donc ça va faire 3 épisodes. Je pense qu'on va devoir un petit peu réaccélérer le rythme. Officiellement, on est en rythme mensuel, mais voilà, on chauffera un peu. Moi, je serai au chômage en février, donc le chômage galactique va me permettre d'enregistrer plus de choses. J'ose espérer. On verra. Ok. Et Constance, une petite actu ou l'actu de Constance? Pas spécialement en ce moment. Ouais, c'est clair. Si ce n'est un nouveau shooting photo qui devrait sortir pour Noël côté cosplay. Donc voilà, c'est petit costume. On a parlé de cosplay dans Noël. le podcast de Arnaud et Yasmina qui s'appelle Cocktail. C'est vrai, effectivement. C'est le dernier numéro de Cocktail si vous voulez. Si vous voulez voir un couple aussi mignon que Robert De Niro et sa copine dans Hit, eh ben, il faudra écouter un autre podcast parce que je sais pas si on est aussi mignon. Ah, quand même. On est très mignon. Je suis quand même mieux sapé que Robert De Niro dans Hit. Mais c'était les années 90, c'était quand même un autre bail. Bah déjà, je vous remercie de nous avoir écoutés. Donc, on se retrouve l'année prochaine pour plein de nouveaux épisodes. Waouh! Mais en attendant, il a fait cette blague, il a osé la faire. On vous souhaite de passer de très bonnes fêtes.
Allez, à plus. Bonne fête à vous, bisous, Salut. braquez de belles banques, choper de beaux lingots, voler de beaux bijoux, on vous aime.